toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous annuel tellement attendu auquel nous avons convié aujourd'hui. Une présentation de l'étude sur les entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. C'est une occasion assez exceptionnelle de découvrir les entreprises qui trouvent grâce aux yeux des nouvelles générations. Une occasion également de décrypter ce qu'ils ont dans la tête, ces jeunes de cette nouvelle génération, en ce qui me concerne notamment leur parcours professionnel. Cette étude est réalisée chaque année par EPOCA et cette année ce sera avec occurrence du groupe IFOP dont le directeur général est à mes côtés, Assaël Hadari. Bienvenue Assaël. Alors ce qui va se passer dans les 2 heures qui vont venir, 3 sessions de décryptage avec des invités et des spécialistes et puis évidemment une grosse session de remise des prix. On découvrira les entreprises préférées des jeunes diplômés. Autour de cette table, je l'ai dit, Assaël. Bonjour Albert. C'est vous qui allez nous raconter tout Oui, ce qu'ils ont à la je tête. décrypterai tout ça. Ouais. Vous savez tout. Tout. D'ailleurs, vous pouvez décrypter même un peu plus pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. Laetitia Agnodo de l'APEC, qui est aux côtés des cadres depuis si longtemps, on connaît tous l'APEC, pour trouver un emploi, mais également travailler sur leur employabilité. Tout à fait, sur le projet professionnel. Et un Bonsoir sujet qui est Gilbert. savoir ce qui se passe dans la tête des cadres, comme des non-cadres d'ailleurs, de tous ceux qui cherchent un emploi, c'est intéressant et c'est au cœur de vos préoccupations. Francisco Ratalino de l'ESCP Business School, la grande école. Il a tellement de titres que je vais en donner qu'un seul. Il s'occupe notamment des étudiants et de l'expérience étudiante. Bonjour Francisco. Bonjour Gilbert, merci Très important. de l'invitation. Et ça bouge beaucoup chez les jeunes diplômés. Ça bouge beaucoup et il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Et ils vous bousculent aussi sur les campus. Oui, chez nous, ils bousculent beaucoup dans les 6 campus qu'on a. Mais on a, dans l'enquête, ils bousculent aussi dans les entreprises. Ils sont là pour ça. Intéressant. Et si on fait des clones ou on reproduit simplement des systèmes qui ont fonctionné et qui, on ne sait pas s'ils fonctionneront, eh bien ça ne marchera pas. Fabien Clerc, le journaliste spécialisé dans tout ce qui est marque employeur RH, directeur de la rédaction et fondateur de Newstank RH. Bienvenue Fabien. Bonjour Gilbert. Alors vous allez commenter avec nous les résultats et à la lueur de tout ce que vous dites et vous racontez sur les entreprises. Absolument. Oui. Puis, il y a des enseignements qui seront importants pour l'élaboration des stratégies de recrutement et puis de pilotage des marques employeurs. Il y a des choses importantes et de l'actualité à travers ces Mais chiffres. bien sûr, l'actualité RH. Et puis celui qui a eu cette idée géniale de faire cette enquête il y a longtemps, je le sais, j'étais avec lui, Mathieu Gavet. Bonjour Mathieu de l'agence EPOCA. Mathieu, on va commencer par un mot justement sur cette agence qui a lancé cette étude. Pourquoi, comment ça se Merci fait Gilbert, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui sont présents ici dans nos locaux, on a le plaisir de vous accueillir. Vous êtes près de 200, notamment pas mal de lauréats qui à partir de 20h recevront leur prix tout à l'heure. Mais aussi, je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous êtes plus de 1000 chaque année à pouvoir suivre les tendances et le décryptage associé. Effectivement, on a lancé cette étude il y a maintenant 11 ans, comme tu le disais tout à l'heure, pour justement mieux comprendre les attentes, les comportements et pour pouvoir, de cette manière-là, apporter les meilleures réponses à nos 350 clients sur toute leur stratégie de marque corporate, de marque employeur, de communication interne, de politique handicap, de RSE aussi, on va aussi beaucoup en parler aujourd'hui, avec des résultats qui pourront parfois surprendre, qui en réalité, je dis toujours, alors j'ai certains journalistes que j'aime beaucoup comme Fabien, mais des fois certains qui ont tendance à faire quelques raccourcis, je pense qu'on le verra Pas tout à Fabien, l'heure. je suis sûr. Exactement, et d'ailleurs les décryptages de Newstank, on aura l'occasion toutes et tous d'en bénéficier, je crois, dès demain par rapport à leur lecture de cette étude, mais souvent on a, on va dire, des appels d'air de médias qui nous expliquent ci ou ça. On va voir que la réalité n'est pas tout à fait celle-là, et également ça nous permet de suivre les évolutions des tendances. On va passer 1h30 sur le sujet, mais aussi effectivement de revenir sur la partie palmarès. C'est très attendu. Ce qu'on va vous présenter ce soir, évidemment, est intéressant, mais vous verrez, il n'y a pas forcément de grandes surprises sur ces sujets-là. Ne dites pas trop. Non, Gilbert, on est d'accord. Mais ce qui va être important aussi, c'est de voir quel est le détail de ces résultats. Et ça, on aura l'occasion, évidemment, avec Adaël, les équipes d'occurrence et de l'IFOP, de pouvoir vous le partager en one-to-one à toutes les entreprises qui le souhaitent. C'est vrai que des entreprises, en gros, on a une vue d'avion, mais c'est vrai que parfois les résultats spécifiques méritent une explication. Assaël, un mot sur Occurrence. Alors on connaît IFOP, évidemment. Oui.
Donc En on a rejoint l'occurrence, IFOP merci. On on découvre, a ouais. rejoint IFOP il y a 2 ans. J'ai créé Occurrence il y a presque 30 ans maintenant, donc en sortant de l'école. Donc j'ai fait un choix de premier pas de carrière dans l'entrepreneuriat. Notre métier, c'est vraiment de décrypter, enfin de mesurer, de décrypter pour le compte des directions de la communication, des directions RH. Donc voilà, on est au cœur du sujet et nous, notre enjeu, c'est d'objectiver la situation, justement. Premier atelier pratique aujourd'hui. Tout à fait. Mais vous avez déjà commencé, je crois, auprès Oui, de oui, responsables. tout à fait. On a déjà eu- Un mot, Mathieu, sur VL Media qui nous accompagne. ici. Exactement, la clé de la réussite de cette étude, Sahel va nous en faire le panorama dans quelques instants, mais c'est 15 000 jeunes des grandes écoles, des universités, des bacs +2 qui se sont mobilisés. C'est une vingtaine de minutes de questionnement pour chacun, donc c'est un gros travail de fond. Et donc évidemment, je voulais remercier toutes les équipes de VL Media qui ont diffusé ça auprès de près d'1 million de jeunes, parce que la clé de la réussite d'une étude comme ça, c'est d'avoir une exhaustivité. Mais je vais laisser Sahel nous expliquer ce Allez, qu'il en est un peu de après ce petit technique, mot. Et parce Emmanuel Un nous peu de dira. technique. Ouais, une étude, c'est Vous êtes toujours, prêts? Alors, je vous demanderai, bien sûr. mes chers invités, de réagir sur ce que nous racontera, ce que décryptera Sahel. N'hésitez pas. Une étude, c'est toujours, enfin le cœur d'une étude, c'est toujours sa robustesse méthodologique. Donc là, pour être précis, c'est 14 879 répondants, une grande partie qui viennent des écoles, des grandes écoles ABC d'ingénieurs ou de management, et puis aussi des bac +2, +3, etc., des universitaires pour à peu près 5 000 répondants. Donc on a là un trésor, on a des milliers de données, et le trésor en fait s'appelle une boussole, et on a une vraie boussole pour les fonctions communication et RH sur à la fois les enjeux d'acquisition de ces talents, mais de rétention. On en parlera parce que dans l'étude, il n'y a pas simplement les sujets d'acquisition et d'arguments pour acquérir ces talents, mais aussi pour les retenir. Donc Ouais, ça, bien c'est un sûr. point important. Et ils ont parfois des réactions étonnantes. Vous disiez, Mathieu, ça bouge pas. Et en même temps, parfois, on peut se poser des questions. Et c'est vrai que vous nous direz tout. Allez, on commence. Oui, On y va. oui. Allez, c'est parti. Alors juste un petit mot Gilbert avant, on Ah oui, affiche bien à sûr. l'écran, c'est important, Oui, bien les sûr. 266, je crois, si C'est je dis pas ça, de bêtises, 27 secteurs de Voilà. 166 entreprises qui testées. sont benchmarkées. Donc toutes celles-là ont Mm. la possibilité d'avoir une restitution détaillée, précise. Et pour rappel, avec 4 questions qui sont posées à ces jeunes. Est-ce que vous connaissez l'entreprise, donc notoriété assistée? Est-ce que vous considérez que c'est un employeur de référence, attractivité employeur, qui sert à alimenter ce classement depuis Tout à fait. 11 ans? 3, est-ce que vous avez envie d'y travailler? Donc, ce n'est pas le classement des entreprises dans lesquelles on a envie de travailler qu'on va vous présenter aujourd'hui. On pourrait aussi, mais des classements, on pourrait, comme le disait Sahel, en sortir beaucoup. Et 4e élément, et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines et dans les mois qui viennent pour ceux que ça intéresse, performance perçue de la communication de ces entreprises-là. Donc, vous voyez déjà que là, il y a déjà beaucoup de matière et la possibilité d'avoir des résultats détaillés. Vous avez à l'écran toutes les informations si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, c'est dit. C'est parti. Bon, en premier point, et ça je pense qu'il faut le rappeler, c'est une étude, et on n'a pas tant de ça d'occasion de se réjouir, c'est une étude qui fait du bien, c'est une étude optimiste, ça nous décrit une génération avec beaucoup d'acuité, et c'est là où on vient un peu à rebours des idées reçues, qui ne rejette absolument pas le modèle de l'entreprise, qui considère même que l'entreprise est un lieu de vie, de socialisation, un lieu de réalisation de soi-même. Donc par rapport à des petits mots qu'on peut entendre ou des phrases qu'on peut entendre par-ci par-là, il n'y a aucun rejet de la valeur travail. En revanche, il y a une affirmation très très forte de cette génération en disant oui à la valeur travail, mais merci aussi de mieux répartir la valeur que crée mon travail. Le partage de la valeur. Et donc ça, il nous l'envoie un peu, il y a une sorte de New Deal là, qui est en train de se fabriquer, et c'est en fait toute l'étude va alimenter ces éléments-là. Donc on voit qu'ils sont très optimistes sur leur capacité à trouver du travail. Les jeunes diplômés, après le petit trou que l'on voit Covid, ça revient. Alors ça revient pas encore totalement au niveau d'avant Covid, mais les diplômés pour eux-mêmes ils sont optimistes. Ils sont optimistes pour leurs homologues diplômés. Ils sont même assez optimistes. Vous voyez que on revient même à des niveaux pour les jeunes en général, donc y compris les non diplômés ou les moins diplômés. C'est plus bas évidemment, mais il y a un optimisme qui règne tout à fait intéressant, et c'est assez frais comme étude. Voilà. Laetitia, ça vous interpelle, ces résultats, la vision du marché? Oui, bien sûr, puisqu'à l'APEC, on a aussi un observatoire du marché de l'emploi cadre avec des enquêtes très régulières, notamment un baromètre qui va sortir après-demain, petit teasing, où on observe la même chose. Donc c'est vraiment intéressant. On a un marché de l'emploi cadre qui est à un niveau très élevé. On a connu
En 2022, une année record avec un nombre de recrutements cadres qui n'avait jamais été connu. Le seuil symbolique des plus de 300 000 recrutements cadres avait été atteint. Des tensions de recrutement jamais connues non plus dans les entreprises. Des délais de recrutement qui se sont considérablement allongés. En moyenne, aujourd'hui, pour recruter un cadre, il faut 12 semaines, c'était 9 semaines il y a 3 ans, et ça cache des très fortes disparités selon les secteurs et les métiers, donc ça peut être bien sûr beaucoup plus que ça. Donc une dynamique de l'emploi cadre qui est fort, qui bénéficie notamment aux jeunes diplômés, mais on commence à observer là, en 2023, une petite érosion, encore légère, un petit plateau. Et c'est à raison que les jeunes observent cette petite baisse de confiance, puisqu'en effet, en 2023 et notamment sur le deuxième semestre de l'année, en lien avec la croissance et l'investissement en France, on observe une moindre dynamique et un fléchissement du nombre d'offres d'emploi cadre, moins 20% d'offres d'emploi cadre entre décembre 23 et décembre 22. Laetitia, minore un peu votre optimisme. Francesco, même question. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec l'enquête que c'était fait. Les gens ne regardent plus de travailler chez une entreprise, mais avec une équipe. Et ça, c'est, comme vous avez dit, c'est très intéressant. L'enquête donne des avis positifs. Nous sommes en grande école, nous avons beaucoup de talents. Et normalement, ils sont très recherchés par les grandes entreprises. Chez vous, on frappe à la porte plutôt, normalement. Oui, c'est plutôt comme ça. Et ça continue, là, le petit tassement, vous l'avez senti ou pas? Mais non, ça continue maintenant. Mais je pense qu'on va voir un petit changement dans les cabinets de conseil qui vont changer un petit peu. Chez quelques DRH, on est un peu plus frileux, j'ai senti. Oui. Fabien, un mot aussi sur ce qui a été dit. Et pour rebondir sur ce que disait Laetitia, et on apprécie aussi beaucoup les études de l'APEC sur le sujet, c'est de voir à quel point ces jeunes sont connectés à la réalité du marché. Il n'y a pas de décalage. Ils sont parfaitement conscients de la situation économique, des secteurs porteurs et moins porteurs, et de leurs valeurs attendues aussi sur le marché. Ils savent ce qu'ils valent, ils ont raison. Absolument. Mathieu, vous intervenez quand vous voulez également. Exactement. On continue. Alors les deux réponses, les deux questions vont marcher de pair. Je vais le dire comme ça. Vous avez le sentiment de leur envoyer des offres d'emploi. En fait, là, ce qu'on voit dans l'étude, c'est l'offre d'emploi que les jeunes vous envoient à vous, entreprises, et ça se formule à peu près comme ça. Je vous offre ma capacité d'adaptation, ma capacité d'analyse, que vous voyez là, ma polyvalence, ma prise d'initiative. Le diplôme arrive en 6e position, y compris chez les jeunes diplômés. Donc, mais voilà ce que moi je vous apporte. En revanche, en face, moi j'attends les conditions de travail, et derrière ce mot conditions, en priorité, et c'est là où il faut absolument être très vigilant et très terre à terre, le premier point, c'est la rémunération qui arrive en premier critère, en premier et bien au-dessus des autres. Et ensuite, on a un peu le pacte social ou les avantages. Donc on a bien ce New Deal, voilà ce que j'ai à t'offrir. Et toi, en face, pense bien à ces éléments-là et dans cet ordre-là. Vous voyez, en deuxième, il y a quand même un sujet, c'est pour ça que je parlais de rétention, il y a quand même la notion « fais-moi grandir tout au long de ma carrière ». On aura un indicateur assez intéressant sur la durée. Et puis, alors, bon, et là, je suis désolé, je suis obligé de le dire tel quel. Sur 19 critères, là, vous avez la vision un peu agrégée, mais sur 19 critères que l'on a testés, la RSE arrive comme une promesse en 16e position sur 19. Ça c'est moche, quand même ça. Oui, c'est un peu contre-intuitif. Mais moi j'ai juste un élément, c'est que en fait il faut penser la RSE dans cette étude comme il y a une RSE du quotidien qui est une rémunération équitable, la diversité dans les embauches, etc. Ça c'est de la RSE aussi, et c'est de la RSE du quotidien. Fabien puis Laetitia. Et attention à la lecture rapide de ce paramètre, c'est pas un désengagement, puisque si on croise avec d'autres données, ils sont très engagés dans la vie associative, dans le sociétal, mais la relation à l'entreprise, c'est d'abord des fondamentaux, et ensuite, on peut avoir de l'engagement de nature RSE. Laetitia, ça vous inspire quoi? Oui, ça m'inspire beaucoup ce que tu viens de dire, Assaël, parce qu'on a une étude qui est sortie, nous, avec le think tank Terra Nova la semaine dernière, sur les attentes des jeunes actifs, les attentes professionnelles, le rapport au travail, et c'est vraiment très en phase. Donc on observe le même top 3 sur les attentes vis-à-vis de son entreprise. Donc la rémunération,
le travail intéressant et un travail qui permet de concilier sa vie pro, sa vie perso, donc les conditions de travail en général. Donc on est clairement sur des choses qui finalement ne sont pas très différentes, voire même assez similaires aux attentes et aux préoccupations des générations plus âgées. Et donc contrairement à des stéréotypes ou à ce qu'on entend y compris sur le souvent, salaire aussi, y compris les générations. y compris, tout à fait, D'accord. y compris. Et donc, en fait, on se rend compte que le rapport au travail, il évolue, et c'est finalement un des enseignements, je trouve, les plus intéressants. Le rapport au travail, il évolue. Oui, ça change, mais c'est finalement toute la société qui change. Et l'ensemble des générations évolue dans ses attentes vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de son activité professionnelle. Donc, pas une telle différence, pas une telle rupture générationnelle que ça vis-à-vis des jeunes. Ça, c'est important de le souligner. Ils restent très impliqués dans le travail. C'est une source de satisfaction qui reste majeure. Par contre, il y a un point, et je voulais vraiment rebondir aussi là-dessus, qui les différencie par rapport aux autres générations, c'est ce désir de progresser et de progresser vite sur les premières années, de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Oui, c'est ça. Et donc, en effet, ils hésitent moins que leurs aînés à changer d'entreprise si ailleurs, j'ai envie de dire, l'herbe est plus verte. Francesco, ils sont impatients. En fait, ils sont Oui, très c'est impatients. vrai. Les salaires restent un donnée très important, mais il y a un équilibre avec les cadres de vie. Alors pour moi, ce n'est pas étonnant parce que, comme vous avez dit, ils vont progresser très vite. Et il y a beaucoup dans l'enquête, il y a beaucoup d'étudiants de grandes écoles, etc. Dans les grandes écoles, on met beaucoup de pression sur les étudiants aussi. Ils sont très prêts après leurs études. Ils vont aller vite. Ils ont conscience du valeur qu'ils ajoutent à l'entreprise. Ils vont être écoutés aussi. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas polariser la question du salaire. Il faut regarder les autres, Ça apparaît choses quand même. aussi. Hein. C'est un message clair quand même. Oui, c'est un message Alors, clair. sur la rémunération, effectivement, hein, c'est de loin le premier critère et surtout, on voit une évolution sur le sujet qui est très forte. Hein, là où le sens finalement de mon job, il y a 3-4 ans, était au même niveau, là, ça fait partie des endroits où il y a un écart. L'effet inflation, pouvoir d'achat très Bien clairement sûr. joue par rapport à tout ça. Je reviens aussi sur le sujet engagement de l'entreprise et dimension RSE dans mes critères de choix. Ça arrive effectivement très loin. Quand je pose la question à un dirigeant, une entreprise, un patron d'école, d'université ou autre, sur les 19 critères, et que je leur dis, à votre avis, le critère de choix de la RSE, il arrive en quelle position? Dans 90% des cas, on me répond dans le top 3. Donc vous voyez un petit peu l'écart qu'il peut y avoir entre la perception et la réalité. Ça ne veut pas dire que la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise n'est pas importante, mais ce n'est absolument pas un critère de choix. Et donc, il faut arrêter d'être dans une logique d'affirmation sur le sujet et de communication, mais dans une logique de preuve, de concret et d'action. On le verra tout à En l'heure. soutenant des associations, en s'associant à des projets proximité, concrets, hein, de en repas. montrant tout ce qu'il peut y avoir derrière. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on parlait du diplôme tout à l'heure en termes d'atouts pour réussir la suite de ma carrière C'est professionnelle. vrai. Je voudrais quand même insister sur le fait, et ça fait partie évidemment, quand on aura le temps de prendre avec vous d'une restitution plus personnalisée, c'est que les écarts sont très très différents quand il s'agit d'un jeune qui a fait une grande école de management, un jeune qui a fait une école d'ingénieur, un universitaire ou un bac plus. Les écarts sont absolument colossaux. Évidemment, en école de management, on est dans le top 3, que ce soit pour le SCP ou pour les autres. Donc, il faut pondérer ces choses-là avec des écarts qui peuvent être très importants et donc bien connaître vos populations cibles pour bien construire votre stratégie de communication et d'attractivité employeur, c'est absolument essentiel. Et j'en passe un petit message par rapport à ça pour remercier évidemment toutes les écoles qui ont joué le jeu aussi et qui ont permis aussi d'avoir cette étude absolument extraordinaire. Merci à tous les patrons. Fabien, tu voulais dire un mot? Un petit mot, Gilbert. Ne pensons pas que les jeunes, comme le disait Laetitia, sont très différents des autres générations. Ils expriment plus facilement, ils sont entendus, mais ils expriment des choses que le collectif. Donc, ils sont aussi un moyen pour l'entreprise de rester connectés à l'évolution de la société. Allez, on poursuit parce qu'il y a plein de résultats bien quand sûr. même. À Sahel, plus vite. Donc, donc c'est là où on voit ce que je vous appelais la RSE du quotidien. C'est que
l'entreprise exerce quand même son rôle d'espace social. On attend de l'entreprise, vous voyez, de promouvoir un environnement de travail inclusif, avoir de la diversité. Enfin, vous voyez, tous ces critères-là sont pas exclus, mais on attend moins une RSE macro. Et on a vraiment quand je dis du quotidien et de tous les jours, c'est quand même un attendu. Et c'est pour ça que cette jeune génération, elle a quand même une vision assez... elle n'est pas candide, elle est extrêmement réaliste, elle est très perspicace sur le monde de l'entreprise et ce qu'elle doit lui apporter. Et donc là, on voit que ces résultats sont vraiment intéressants. Voilà. Ils attendent quelque chose en tout cas. Oui, complètement. Voilà, Donc, ils attendent quelque chose de l'entreprise, plus que d'ailleurs des pouvoirs publics. Vous l'avez senti, Ouais. vous, Laetitia Oui, j'ai plutôt envie de rebondir en tant qu'acteur de l'emploi et du service public de l'emploi sur le fait que les jeunes diplômés, c'est pas une catégorie homogène. Ouais, c'est ce que disait Mathieu. Et clairement, il y a des différences au sein de cette catégorie, notamment liées à des critères ethnosociaux, d'origine, d'habitation, etc. Et si je fais un petit zoom sur les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires politiques de la ville, on voit bien que, là on a beaucoup parlé des grandes écoles, on voit bien que la réalité est assez différente et que encore aujourd'hui, ces jeunes à diplôme égal, déjà ils ont plus de difficultés à accéder à l'enseignement supérieur, déjà bien entendu. Pour info, ils sont 29% dans les QPV à être en études supérieures contre 56% en moyenne. Hein. C'est extrêmement significatif l'écart. Mais même à diplôme égal, en fait, clairement, ils ont plus de difficultés à trouver un job, y compris au niveau du stage et de l'alternance. Oui. Quand ils trouvent un job, il est plus souvent en contrat court, un CDD, une intérim. Ils ont, quand ils trouvent un job cadre, plus de difficultés à avoir le niveau de responsabilité qui correspond à leur diplôme. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces difficultés au départ du parcours, il est assez difficile de les résorber au fil du parcours. Donc je voulais quand même quartier prioritaire politique de la ville. Je vous prie, m'excuser. Mais non, mais comme ça, au moins les acronymes, c'est important. Pas trop d'acronymes d'ailleurs. Allez, on poursuit, on continue. Fabien et Francesco, vous pourrez commenter évidemment. Alors là, c'est une question intéressante qui peut peut-être être un point de scission, un point de divergence générationnelle. Qu'est-ce que c'est travailler beaucoup? C'est quoi travailler beaucoup? À partir de combien d'heures vous considérez que l'on travaille beaucoup? Donc on voit que 83% c'est plus de 40 heures. On voit que si on fait la moyenne, là on peut à la fois avoir des stats et avoir une moyenne, travailler beaucoup c'est 45,9 heures par semaine. Donc là, voilà, on pourrait tous faire est-ce que c'est beaucoup? On voit surtout, le point important, c'est que ça s'érode d'édition en édition. Voilà, donc le seuil de beaucoup baisse. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et là encore, ça marche un peu en binôme. C'est-à-dire, ça marche avec la réponse qui est juste après, qui est « mais je suis prêt à travailler beaucoup à condition de quoi ?» Et on retrouve... et on est bien payé. Voilà. Donc là, même chose, on n'a ni affaire à des bisounours, ni affaire à des staccanovistes, on a affaire à des gens, je trouve, qui vont être en bois assez raisonnables, assez raisonnés. Les 40 heures, c'est bien, je sais pas. Quand on regarde les résultats en 2018, on a quand même une inversion très forte des courbes sur le sujet de l'intérêt finalement des projets sur lesquels je vais travailler, qui était devant le fait d'être bien payé, et aujourd'hui, on a 11 points d'écart. Tout à fait d'accord. C'est cette inversion des courbes à partir de 2018, tout à fait. C'est quand même important. Heureusement que vous êtes là, Mathieu, quand même, pour identifier. C'est très important. C'est vrai que, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette notion de 40 heures, elle est purement subjective. Il n'y a pas de référence, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je sais pas par rapport. Non, mais ça peut renvoyer à des débats politiques sur des sujets. Bon, 35 heures n'est pas un totem pour la population. Ah oui, ça pourrait justifier certains qui voudraient revenir. Oui, bien sûr. Les sujets sur la semaine de 4 jours, modalités, la quantité de travail jusqu'à 40-45 heures n'est pas choquante pour plus d'un jeune sur deux. C'est éclairant dans les débats sociaux qui alimentent nos entreprises et la vie sociale. Tout à fait. On continue? Avec plaisir. Et c'est ce que je vous parlais à la fois de cette acquisition des talents et de la rétention. Et donc là, je vais employer un mot, mais qui n'est pas péjoratif dans mon propos, c'est cette notion un peu de mercenaire ou d'intérêt. Et on voit on a presque les 2/3 de ces diplômés qui s'imaginent là pour moins de 3 ans. Donc en fait, dans les entreprises, je pense que ça renvoie à un vrai sujet qui est à la fois l'onboarding, le welcome programme, etc., mais presque comme vraiment comme les compagnons du devoir. C'est quoi le compagnonnage qu'on peut mettre en place dans les organisations pour sanctuariser ces 3 premières années, pour éviter l'érosion,
et vraiment réussir à passer cette barre qui semble être une barre assez forte pour eux. Et en effet, là, je pense qu'on peut retrouver des choses qu'on a déjà dit. C'est vraiment le projet. Voilà, au-delà de l'entreprise, c'est quel projet on va me proposer, avec quelle équipe je vais travailler. Mais on voit bien que là, se projeter à maximum 3 ans pour 2 tiers de ces jeunes, c'est quand même assez court. L'engagement, Bon, Francesco. moi, je pense que ça, c'est un petit peu normal. Les gens vont faire des expériences différentes. Maintenant, on parle aussi fear of missing out. Excuse-moi pour Le l'anglais. FOMO. Mais c'est normal. Il faut Traduction? Fear of missing out. Ben, tu vas Moi, j'ai peur de tu vas passer- demander, moi, je suis juste La peur de arrivé passer à ici. côté de quelque Mais chose. non, mais La les peur de acronymes, oublier. les traductions. Ah, oui, vous étiez déjà courageuse d'inviter Non, mais quelques-uns. je pense à ceux qui ne parlent pas anglais. Non, mais c'est juste qu'ils vont faire des expériences. Moi-même, j'ai fait la même chose. Alors, il faut donner des expériences différentes dans la même entreprise. Et les plus grandes entreprises, ils font aussi des tourner, graduate programs, qui Mais sont c'est des ça. programmes qui les font tourner. Alors, où vous faites tourner les gens, ou les gens vont tourner, tourner ailleurs, oui, c'est ça, oui. c'est ça. Exactement. Mais il y a une impatience. On revient à cette idée d'impatience et de volonté Non, mais ça d'explorer. c'est normal. Et il y a beaucoup de ça. Et je pense que c'est une donnée. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et Il faut le savoir. Moi, je pense ça. C'est les grandes boîtes, les grands cabinets de conseil, ils en sont souffrent, hein. déjà, oui, Ils en ils travaillent déjà sur 3 années de rétention, pas beaucoup. Hein. Ouais, très bien. Oui, c'est challenging et intéressant pour les directions des ressources humaines. C'est que finalement, on leur dit, alors ils n'ont rien contre un réengagement au-delà, mais il faut leur donner envie de rester, il faut les réassurer et leur donner des raisons supplémentaires de rester. Globalement, au départ, quand même, ils n'ont pas trop envie de rester. Hein, quand même, hein. Ils n'ont quand même pas trop envie de rester. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rester. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, comme vous l'avez vu, vous avez un petit icône GEABC, donc c'est les élèves des grandes écoles, des universités, donc le top 25 des écoles de management et des ingénieurs. Et les résultats sont exactement les mêmes pour tous ceux qui ont un profil bac plus 2, ou universitaire, puisque c'est le reste de la population qui a été C'est ce qu'on analysée. appelle les jeunes. Après, derrière, on peut rentrer dans le détail associé, évidemment, plus personnalisé. Mais il n'y a aucun écart, finalement, entre les jeunes des grandes écoles avec tout le reste de la population. Et globalement, ils ont plutôt envie de rester 2-3 ans dans une boîte. Maximum. Mathieu. Laetitia, un petit mot. Oui, dans le contexte de recrutement, de tension de recrutement fort aujourd'hui, clairement le rapport de force est aussi en faveur de ces jeunes diplômés. Et donc, non seulement il y a un souhait de mobilité qui s'est accru, mais aussi une mise en œuvre de ce souhait de mobilité, une concrétisation de ce souhait de mobilité. Donc, clairement, elles sont plus fréquentes qu'avant malgré tout. Et donc, pour reprendre ce que disait Assaël, je trouve que c'est très important. Un recrutement, c'est difficile, ça coûte cher. Et donc, la meilleure façon aussi de s'éviter ces difficultés, c'est de fidéliser au maximum, à travers ces perspectives d'évolution, à travers ces parcours, de fidéliser en effet ces talents. Fabien, tu voulais dire un Et dernier le mot. contrat de travail n'est que le début de l'histoire et il est réinterrogé régulièrement. Ça dit une autre chose qu'on trouvait à travers d'autres résultats, c'est qu'ils ont une bonne connaissance du rapport de force et on a les aléas conjoncturels, mais structurellement, oui, la balance a changé et leur poids dans la balance a changé. Le pouvoir a changé de camp, Absolument. comme disait Agnès de l'Intérieur il y a longtemps. Merci beaucoup Laetitia de Avec l'APEC, plaisir. merci Francesco, Francesco. je l'avais bien dit. Alors voilà, à l'italienne. Merci beaucoup pour le SCP, merci beaucoup et Fabien Claire, le directeur de la rédaction de Newstank. Mathieu, on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, on va retrouver Alain Damon, le spécialiste de la marque employeur, qui va nous dire qu'est-ce qu'on peut retrouver pour les 250 entreprises dans cette étude. On regarde tout de suite et on se retrouve pour la suite à celle. Avec plaisir. L'étude entreprise préférée, c'est l'étude de référence aujourd'hui pour mieux comprendre les attentes des 20-30 ans, des étudiants et des jeunes diplômés. Et pour les entreprises qui recrutent, c'est un outil pour mieux piloter la performance de sa stratégie et de sa communication marque employeur. 11e édition cette année, plus de 15 000 étudiants et de jeunes diplômés qui sont interrogés dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, les universités, les bacs et les bacs plus 2. On essaye de mieux comprendre ce qui crée l'attractivité employeur, les thématiques dont les entreprises et les marques employeurs doivent se saisir pour faire venir les meilleurs talents, quels sont les canaux d'interaction, comment on crée de l'engagement avec ces populations-là. Et puis, on regarde pour 250 entreprises leur performance marque employeur, leur réputation et leur attractivité. Et pour chacune de ces 250 entreprises, c'est la possibilité de disposer d'un outil
de pilotage et d'orientation de sa marque employeur en se benchmarkant par rapport à des concurrents directs ou indirects, par rapport à des best practices, en comprenant mieux ce qui fait qu'une entreprise donne envie de la rejoindre ou pas, en mesurant sa réputation, son attractivité, en comprenant mieux ce qui fait ou pas l'efficacité de sa communication et les thématiques dont elle devrait se saisir pour attirer les meilleurs talents. Et je suis à votre disposition avec les équipes pour vous présenter plus en détail l'étude et voir comment elle peut être un outil précieux au service de vos stratégies marque employeur. Deuxième session de cette émission consacrée aux entreprises préférées des jeunes diplômés et des jeunes étudiants, tout simplement. On découvrira le palmarès à la fin de l'émission. C'est un moment fort, un moment un peu, c'est le festival de Cannes à nous. Quand on parle marque employeur ici, c'est l'occasion de récompenser celles et ceux qui ont fait vivre le marché de l'emploi auprès des jeunes diplômés. À Sahel, on a dit beaucoup de choses et on va continuer. Merci, le DG d'occurrence du groupe IFOP. On va recevoir nos derniers invités. Je ne sais pas où ils étaient, mais ils étaient sans doute dissipés, puisqu'il devait être là avec nous. Et la reprise a commencé. Venez, 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 allez. Il y a un plan serré sur moi, donc on ne vous voit pas. Profitez-en, parce que, évidemment, quand on est en direct, il faut meubler, comme on dit. Donc, on va commencer tout de suite. Asaël, c'est quoi la suite? Alors, à ma gauche, d'abord, je vous présente nos invités. Anne-Laure Nolo de Transdev, un groupe français multinational du transport. 10 millions de personnes transportées chaque jour. Cocorico, c'est français. Bonjour, bonsoir. Un mot sur ce groupe quand même, qu'on connaisse, sans connaître, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tout à fait. Donc bonsoir à tous. Donc Transdev, effectivement, on est le premier acteur privé de mobilité, de transport de voyageurs. C'est 100 000 salariés dans 19 pays, avec une présence en France, 33 000 salariés et de nombreuses fonctions support, mais aussi opérationnelles et terrain. Et beaucoup de rachats à l'étranger, Exactement. beaucoup d'associations de partenariats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on verra l'international, grand groupe, Mais quelque aussi chose qui n'est ancrage pas local. indifférent. Les jeunes, Mathieu Algan d'AXA, encore un groupe international dans l'assurance et la gestion d'actifs. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour, merci. On s'était déjà venu pour parler marque employeur il y a quelques temps. Bienvenue. Renata Spada du groupe, directrice acquisition des talents chez Engie. Et diversité inclusion. Et diversité inclusion, c'est tellement important. Et merci. Et la magie du direct. Alain Damon, qui était dans l'écran tout à l'heure, il est là. Avec- Je ne sais pas comment il a fait. C'est David Copperfield, on peut dire. Et bienvenue, Alain. On commentera évidemment les résultats. Sahel, ne perdons pas de temps. Tout à fait. Tout de suite, quels On y sont va. les résultats? Alors, on va regarder un peu les fonctions. Quelles fonctions vous attirent le plus? Alors, là, juste petite incise, mais puisqu'on a beaucoup de communicants et de DRH et de fonctions RH dans la salle, sachez qu'on pourrait réfléchir un peu plus à travailler notre propre attractivité, puisque la fonction com est 9e dans l'attractivité et les RH 14e. Une fois dit ça, Bon, voilà. Non, mais ce sont des gens qu'on a invités quand même. Voilà, donc Soyez voilà, je vais essayer d'être un peu poli. bienveillants. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit que les fonctions qui sont en tête sont alors plutôt des fonctions à forte valeur intellectuelle, à forte capacité de transformation, je pense. J'ai l'impression que les jeunes, moi qui donne aussi pas mal de cours, ils réfléchissent toujours en se disant où je peux être dans l'entreprise pour être du côté de la solution et pas du côté du problème. Et vraiment être dans. Donc ils pensent, je pense, c'est comme ça qu'ils se disent. Ouais, Il y a un si vrai je- décrochage quand même entre les Oui. deux premières fonctions. Et Oui, c'est ça, vraiment. Donc, on est vraiment là dans récemment, les deux premières fonctions, c'est vraiment probablement celles qui le nourrissent. Là, je fais une hypothèse, en se disant, c'est là que je vais pouvoir vraiment transformer l'entreprise elle-même, la société, etc. Et c'est en étant à cet endroit-là. Un commentaire, Alain, pour Non, mais ça fait. On disait dans la table ronde précédente que, comme souvent dans des études, il y a des choses qui bougent, et puis il y a des choses qui restent un peu fixes ou qui évoluent à la marge. Là, on retrouve des fonctions, nobles, en tout cas des fonctions assez classiques. Quand on sort d'une école de management, c'est souvent on veut travailler dans la finance, on veut travailler dans le marketing, et puis quand on est dans une école d'ingénieur, on va aller plutôt dans le R&D. Donc voilà, les choses ne bougent pas énormément, et puis il y a des fonctions de l'autre côté, entre guillemets, support, qui manquent effectivement d'attractivité. Je rejoins ce qui a été dit, il y a un travail à faire sur la valorisation de ce merveilleux métier des ressources humaines, qui n'est pas aujourd'hui. Alors attention, on est sur une catégorie d'école qui ne forme pas directement, pas complètement à ce métier-là, bien entendu. Mais néanmoins, en termes de réputation d'ensemble, la fonction a un peu de travail à faire. Bon, on va parler de l'attractivité des secteurs et après je vous demanderai de commenter si vous êtes d'accord avec moi, sûr. parce que évidemment vous êtes en première ligne Alors sur ce là, qui va arriver. Voilà, sur les secteurs, même chose. L'étude est un peu à rebours de ce qu'on peut entendre
dans certains médias ou dans certaines positions un peu plus idéologiques. On retrouve des secteurs comme le luxe qui arrive en deuxième, voilà, très très loin d'être un repoussoir. Le conseil, par exemple, qui arrive en quatrième. Pourquoi le luxe sera un repoussoir? Parce qu'on entend des discours Bon, sur... bah, tout le monde veut travailler non, dans le luxe. bah, hein. oui, Il y a ce entend... qu'on dit à la maison et puis il y a ce Oui, qu'on oui, dit c'est devant ce la qu'on dit, caméra. ou ce que peuvent signer, la banque arrive sixième. Voilà, récemment, il y a 1200 étudiants qui ont signé une pétition pour dire je n'irai pas travailler chez BNP, par exemple. Voilà, on est loin de ce genre de Je choses. crois que c'est à Voilà, la on est Cité très loin de... Polytechnique Voilà. qu'on a renvoyé le VMH, si j'ai bonne mémoire. Voilà, C'est un peu des choses, voilà, un certain on n'a nombre de pas voulu sujets. dès le VMH. On a un certain nombre de sujets, l'énergie qui est assez bien placée. Enfin bref, on a quand même des éléments qui sont un peu à rebours de ce que l'on peut entendre. Donc on a des secteurs qui sont bankable, qui offrent une qualité de vie, une carrière, un salaire, pour revenir toujours à ce sujet-là. Et c'est ce qu'on voit dans ce palmarès des secteurs. Alors un commentaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes pas mal. Transport, 7e position. 7e mais- position. Tout à fait. Ouais. Et je pense que ça correspond à ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le transport, en particulier public de voyageurs, fait partie de la solution et pas du problème. Demain, avec la décarbonation, l'éco-conduite, et quand on voit que stratégie et innovation sont les deux premiers endroits où souhaitent aller les jeunes diplômés, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous permet, nous, de les faire réfléchir dans des groupes de travail où ils accèdent au PDG, où ils accèdent au patron, et de le mettre après en application locale, parce que c'est un ancrage territorial. Bien sûr. Énergie, c'est pas mal aussi. Nous sommes en fait sur 3 de ces premiers 5 là, parce qu'en fait on recrute pour l'énergie, mais on recrute aussi pour l'ingénierie et les technologies. Ah bon, bah vous prenez partout. Exactement. Nous avons aujourd'hui 16 000, à peu près 16 000 recrutements par an, et de ces 16 000 mondial. Ouais. En France, c'est à peu près 40%. De ces 16 000, C'est pas mal quand même. c'est pas mal. Et justement, parmi les cadres, les métiers qu'on recrute le plus, c'est l'ingénierie. Donc, nous sommes au premier, vraiment chez NG, bien oui, placés. c'est vrai là. que beaucoup de choses dans les data, si j'ai bonne mémoire. J'avais recruté un spécialiste des data chez vous qui parlait beaucoup. Là aussi, vous êtes pas mal présent sur ces nouvelles technologies. Mais la data, c'est absolument fondamental pour nous pour oui. réussir notre objectif de transition énergétique. Donc, c'est pour ça que dans les technologies, nous sommes aussi très bien placés pour attirer les jeunes. Bon, vous cochez toutes les cases. Mathieu, je ne dis pas ça pour dire mais où est l'assurance, hein, je ne dis pas ça pour ça. Mais non, mais ça laisse un chemin de progression et c'est ça qui est intéressant. Alors, oui, moi, ça me brise le cœur, ce classement, effectivement. Parce que c'est pour moi un des plus beaux métiers. Notre métier, c'est de protéger les gens et de protéger la société. Donc, je ne comprends pas pourquoi on est classé à ce niveau-là, quelque part. Après, je me l'explique parce qu'on n'est pas un produit dont on a une expérience assez tôt dans la vie, quoi. Donc, par rapport au luxe, à une bouteille de shampoing en plastique, les gens aiment ça plus que de l'assurance. Nous, on protège les gens, on voit des films de nos clients qui me serrent la gorge, en fait, qui créent de l'émotion, et cette émotion n'arrive pas à la transmettre, en fait, aux jeunes. Donc, une fois qu'on arrive à être en contact avec les personnes pour faire du recrutement, là, on arrive très rapidement, finalement, à les ferrer, à leur donner envie, à avoir des preuves très concrètes de ce qu'on fait pour la société, pour l'inclusion. Et là, on arrive à faire la différence. Mais sur le premier pas, finalement, le premier pas ne vient pas vers nous. On est aussi un métier de l'assurance, un métier de data depuis tout le temps, en fait. La base de l'assurance, c'est de la data, en fait. Donc, on est aussi peut-être 3e, pour me rassurer un petit peu. Mais c'est assez triste. Je pense qu'il y a un effet d'entraînement. Je vois l'audit. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de l'audit, peut-être dans la salle, mais je ne comprends pas qu'un jeune il soit attiré par l'audit en tant que tel, par rapport à l'assurance et protéger les gens, ou même. Donc vous balancez sur les petits camarades. Attention, vous êtes chez AXA un jour pour. Ça aussi, quand on regarde sur les éditions précédentes, finalement, il y a relativement peu de mouvements. C'est compliqué de bouger des biais de perception et de réputation. Et des biais de modernité, à tort ou à raison, par ailleurs, ou liés à une méconnaissance d'un secteur. Mais ça bouge relativement peu. Et quand vous êtes sur la colonne de droite, sur des métiers qui sont vécus comme ou des secteurs manquant de modernité, où il y a une forme de pénibilité, c'est très compliqué de bouger. Il y a eu des exceptions pendant la crise du Covid, où l'alimentaire et la grande distribution, parce que c'était un moment où il y avait sans doute plus de proximité avec les candidats, où tout d'un coup ils ont remonté en flèche. Mais ils sont redescendus, donc c'est dur à bouger. Je dis juste un petit mot sur le luxe. Le luxe qui est une destination privilégiée pour les écoles de management depuis un bout de temps, mais qui en devient une aussi pour les grandes écoles d'ingénieurs. Et qui ne recrutent pas massivement, parce qu'ils arrivent en haut, mais c'est pas ceux qui recrutent. Mais si, enfin, les grandes maisons de luxe aujourd'hui vivent des transformations digitales colossales,
Et donc, c'est déjà dur de recruter des ingénieurs, Ah quel oui, que soit votre secteur. Maintenant, ils sont en train d'aller sur des secteurs dont on se disait luxe et ingénieur, ça ne va pas ensemble. Ah, Et donc, ça bouge peu dans le top 4, mais le luxe monte assez fortement quand même par rapport aux autres secteurs. Petite confidence pour Mathieu, ça va aller mieux sur le prochain slide. Renata, vous vouliez dire un mot? Je voulais juste rebondir sur l'audit parce que j'ai commencé ma carrière dans l'audit après. Je crois qu'il s'est fait des amis. Et justement, je pense que ce qui attire dans l'audit, peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui m'a attiré, c'est la possibilité d'avoir une vitrine des secteurs. Oui. Et en plus, la formation, parce que l'audit forme les gens. Et c'est ce que les jeunes veulent quand ils sortent de l'école. Mais pour Mathieu, enfin, on fait beaucoup d'études. En fait, les Français adorent leurs assureurs et leurs conseillers. C'est le secteur qui a. Il y a un vrai effet dans toutes les études qu'on C'est peut pas mener. vous, hein. Il y a un C'est pas vrai- vous. il y a- non, mais dans toutes les études, il y a un vrai delta entre mon conseiller qui vient avec ses Allez, bottes en un caoutchouc, petit slide etc. pour faire plaisir à Mathieu ensuite, parce que... Voilà. Bon, là, c'est là où on voit que vraiment ces jeunes diplômés ne rejettent absolument pas l'entreprise. En très haut et en très forte hausse, leur envie, c'est d'aller dans une grande entreprise internationale. En deuxième, une grande entreprise française à caractère international. Ensuite, une grande entreprise franco-française. Et puis seulement après, on retrouve la start-up. Donc, Startup Nation, oui, mais pas tant que ça. PME, Tout le monde ETI. ne peut pas être Non plus, voilà, le volume, oui. Mais le à mon compte et enfin le secteur public qui arrive dans la fonction publique qui arrive à la fin, en tout cas sur ces étudiants de grandes écoles ABC. Mathieu, une réaction. D'abord, le grand groupe rassure. Là, ça me Voilà. fait plus plaisir. Rassure. Donc nous, on est une entreprise française implantée à l'international. Donc là, voilà, on s'y retrouve bien. C'est vrai que c'est beaucoup d'opportunités en fait. Alors c'est vrai que peut-être ça rejoint l'audit aussi. C'est du coup la capacité à faire rêver les gens, de Bien bouger sûr. de fonction, de bouger de pays. Et c'est une vraie réalité chez nous. On travaille aussi beaucoup l'ancrage local. Donc alors peut-être moins pour les jeunes, mais en tout cas là on le voit pas, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on travaille de plus en plus en fait en termes de recrutement aussi, pour pas être déconnecté finalement du territoire et du terrain là où on est aussi très présent. Donc on essaye de combiner les deux en fait, Oui, bien sûr. cette image de grand groupe international, au-delà de l'image, même cette réalité d'un grand groupe international, et aussi un ancrage terrain pour être en proximité de la vraie vie aussi de beaucoup de Français qui ne sont pas tous à Paris ou à la Défense. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec vous, il y a tout. Il y a le grand groupe international, le grand groupe mondial, des petites unités, parce que je crois que c'est 200 ou 250 sociétés, entreprises. C'est un peu la fonction publique, puisque c'est une délégation de service public. à Bref, fait. vous couchez toutes les cases. Hein, Exactement. Mais je pense que c'est important et ça revient à ce qu'on disait, enfin ce qui était dit à la table ronde précédente aussi. Les jeunes diplômés, les jeunes générations ont envie et raisonnent aussi par mission. Donc ça peut être, c'est pas une carrière, mais c'est des carrières. Et si on veut les fidéliser, il faut être capable de pouvoir leur proposer aujourd'hui un poste qui va leur ouvrir un large panel. Donc ça peut être de l'audit interne. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont acquis une expertise, ils peuvent aller en renfort, en mission temporaire dans les autres pays, tout en gardant un Donc il y a un ancrage. panel, quoi, c'est ça, un panel de Exactement. missions. Et ouais. une individualisation, de toute façon on le voit, hein, une individualisation de la relation à l'entreprise. C'est-à-dire que leur pratique, c'est ce qu'on disait aussi, les habitudes de la société de consommation ou de la société tout court se ressentent dans l'entreprise. Ils veulent une relation individualisée. Ce qui exige écouter. d'ailleurs des RH encore plus experts. Hein. Exactement. C'est vrai qu'à eux de tracer et de sentir. Renata, là aussi, je pense que vous cochez un peu les... On coche toutes les cases. Donc là, nous sommes vraiment un groupe français implanté à l'international, 31 pays. Donc des carrières, des possibilités de carrières à l'international dès la première année. On fait beaucoup aussi des VIE, donc Ouais, oui, bien sûr. ce qui permet les jeunes aussi de connaître d'autres pays. Et ce qui est important dans les groupes internationaux, c'est que les jeunes cherchent, ce qu'on voit chez Engie quand ils arrivent, c'est aussi de créer de l'impact. Et avec des grands groupes, ils ont la possibilité de le faire. J'ai vu dans la table ronde précédente, on a parlé justement de l'aspect social. C'est une des choses que les jeunes cherchent aujourd'hui. Vous le sentez, vous ça va à rebours de ce qui a été dit tout à l'heure. Ça arrive un peu en dernier dans leurs critères. Et Oui. pourtant, vous le sentez quand vous recrutez. Oui, en fait, oui, quand on parle de social aussi, c'est la diversité et l'inclusion. Ouais, D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons allié la diversité et l'inclusion à l'acquisition de talents chez Engie, parce que c'est quelque chose que les jeunes cherchent. Donc, par exemple, on peut parler des Glassdoor. Chez Glassdoor, nous avons un classement en France de 4,1 sur 5. Et les premiers critères qui sortent, c'est la diversité et l'inclusion. Les deuxièmes, la culture et les valeurs de l'entreprise. Et donc, dans des grands groupes, les jeunes peuvent vraiment impacter sur ces valeurs-là
quand ce sont des valeurs portées par l'entreprise. Mathieu. Ouais. Ce sont des critères de fidélisation plus que des Oui, critères c'est ça, d'attraction. voilà. En fait. Exactement. C'est ça. C'est une On fois peut qu'ils sont venir pour dedans. la oui. politique de diversité. Mais Par contre, ils ont reste besoin de en plus. preuves de diversité, de politique de diversité Alain. réelle et du concret. quoi. Oui, peut-être juste 2 points. Alors, je vais faire l'historique de l'étape, mais on a eu un effet start-up en attractivité dans les éditions précédentes qui semble plus que s'émousser. Plus 17 points, quand même, c'est des variations comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Les facteurs explicatifs, ils peuvent être nombreux. Est-ce que c'est le facteur rémunération? Premier critère, je le rappelle, ça a été dit dans la table ronde précédente, mais de loin, le premier critère, on se dit peut-être que dans un grand groupe, les salaires seront plus élevés. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un effet de l'étudiant français qui devient enfin international, puisque les écoles ont beaucoup investi quand même là-dedans, les VI notamment sur des échanges, sur des vecteurs de campus. Et est-ce que enfin les étudiants français, pour se mettre à niveau d'autres étudiants dans d'autres pays, embrassent plus la carrière internationale? Ça peut aussi Pourquoi être un pas. explicatif. Allez, on continue à celle. On a une info qui est intéressante, qui est un peu redondante de ce qu'on vient de dire, mais on voit bien le poids, l'importance de sa carrière dans le monde privé. On voit que le monde public est un peu en dessous, mais à nouveau, on retrouve cette sagacité, je trouve, des jeunes étudiants qui n'insultent pas l'avenir et qui se disent, mais finalement, des parcours hybrides, c'est pas impossible dans la vie. On peut passer du public au privé, n'en déplaise là aussi à certains, et on peut faire les allers-retours. Et ça, je pense que plus ce sera simplifié, je pense mieux ce sera. En tout cas, là, on a une jeune génération qui n'est pas hostile au public. Hein, et simplement, il le vit dans une manière plus hybride. Il le vit dans une manière de tisser sa carrière un peu différemment. Et je trouve ça assez créatif, en fait. Vous le lisez comme ça? Oui, Bon, voilà. non, mais c'est Une vous le faire, hein, moi, alternance entre le Une privé et le public. On a plus d'un tiers qui sont sur ce créneau-là et c'est D'accord. intéressant. Ok. Ouais, ce qui est beaucoup. Bon, je vous fais confiance, de toute façon. Moi, Merci. Et alors, cette slide elle est un peu plus technique, mais elle est vraiment passionnante. C'est qu'on leur a demandé, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se sentent engagés. Et puis en face, on leur a demandé s'ils imaginaient que l'entreprise dans laquelle ils allaient arriver allait leur offrir ça. Et c'est là où on voit qu'ils sont pas candides, ils sont pas naïfs, ils savent très bien ce qui les attend. Et donc c'est là où je vous disais, c'est la RSE du quotidien. Ça, je veux en premier lieu avoir des impacts concrets et je veux les voir se réaliser. Et ils sont 34% de dire, et ce sera pas si simple que ça. Hein. Et puis même chose, je veux faire partie d'une équipe, faut jouer collectif. Là, par contre, ils pensent que voilà, ça va être plus ou moins simple de le trouver. Même chose, ils veulent être respectés. Donc voilà, on parlait de diversité, d'inclusion. Je veux être respecté dans quelle que soit ma position hiérarchique. Donc on voit qu'ils ont des vraies demandes. Et en face de ces demandes, ils ne sont pas naïfs. Ouais. Bon, alors un tour de table quand même sur ces résultats. On a réalisé une enquête d'engagement et il y a eu un engagement très élevé. Après, ça nous oblige, mais il y a eu aussi également une critique constructive, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une liberté de parole, mais derrière, ils veulent voir des actions. Oui. Ça veut dire aussi des résultats concrets sur la RSE, c'est des résultats concrets, des partenariats en local, travailler à avoir un rôle plus grand que soi pour réduire la fracture sociale. Ça veut dire passer des partenariats avec les prescripteurs de l'emploi en local, faire évoluer et ressembler, pour notre côté, aux populations qu'on transporte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mixité, c'est à la fois la féminisation de nos métiers, et c'est les femmes à côté des hommes. J'aime dire que c'est pas à la place. Il y a de la place pour tout le monde et il y a des enjeux à adresser de manière globale. Encore dans la technique, Dans la c'est technique, compliqué de trouver c'est des ingénieurs. complémentaire. Hein. Je crois que chez Engie, c'est un sujet. Hein, Oui. mais- Et du coup, c'est complémentaire. Et vous pouvez du coup avoir des actions qui sont prises au niveau du groupe et qui après ont des déclinaisons locales. Juste sur la tonalité des exigences, est-ce que j'exige ou je soumets quand je veux plus d'engagement, plus de responsabilité? Ils ont une Parce que liberté parfois, de quand on voit les parole. jeunes diplômés s'exprimer, Ouais. on les a tous vus, quand ils reçoivent le diplôme à l'agro, ça a fait le buzz. Mais Ouais, c'est vrai. vous, c'était extrêmement combinatoire. Donc, quelle est cette relation? C'est une liberté de parole et il faut les entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux qu'ils s'adressent à nous pour pouvoir les fidéliser et qu'on sache les leviers qu'on va avoir à activer pour... Et souvent, c'est de très bonnes idées. Donc, il faut à la fois leur laisser cette liberté de parole, l'accueillir, et apparaître être authentique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas en capacité de mettre en œuvre, le dire. C'est parfois pas tout de suite. Il y a un petit côté impatient, mais il faut le dire. Il faut se dire, voilà, on va travailler pour pouvoir développer telle innovation. Nous, on a mis en place un laboratoire. On fête notre 10e année. On a un laboratoire dans lequel l'innovation sur la mobilité. Et on vient apporter... parfois, c'est de l'innovation frugale. Hein, Ouais. et parfois, c'est des choses qui vont nécessiter plus de temps. Renata, alors aussi, hein, pareil, faire un travail dont je peux voir les résultats concrets chez vous et faire partie d'une équipe, jouer collectif, c'est des choses. C'est absolument crucial. Et en fait, aujourd'hui, on s'appuie vraiment sur l'opinion de nos employés.
parce qu'on fait justement des enquêtes d'engagement tous les ans. Aujourd'hui, nous avons 84% de nos employés qui recommandent Engie comme employeur. Et ça, c'est la meilleure preuve qu'on peut donner aux jeunes qui cherchent... C'est la meilleure pub, non? Exactement, c'est la meilleure pub. En plus, Tout à fait. oui, et en plus, et 85% qui sont fiers de travailler pour Engie. Mais pourquoi? Parce que nous avons des actions justement aussi sociétales. Donc, on ne fait pas, des revenus juste pour Engie, on fait aussi pour transformer le monde. Et une des choses, justement, une de lutte d'Engie, c'est la féminisation des métiers techniques. Donc, nous avons un objectif très fort, ambitieux, d'arriver à la parité dans les cadres d'ici 2030. Nous sommes déjà à 31,2% des femmes dans l'encadrement, dans le métier très technique. Maintenant, c'est légal. Donc voilà, ce sont des preuves qu'on donne et qui attirent. Par exemple, juste parce que ça, c'est une fierté pour Engie, aujourd'hui, on a su justement, à travers les échos, que nous sommes 2e dans un classement des entreprises les plus féminisées. Dans les palmarès du gouvernement français, de la féminisation des cadres dirigeants, nous sommes en 3e. Donc, c'est la première entreprise en énergie et avec des métiers techniques qui apparaissent dans les palmarès. Donc, c'est quand même des preuves importantes. Sur la partie technique, pour attirer des femmes ingénieurs, il faudrait que ça commence très tôt à l'école, puisque c'est là qu'est le problème. Le sourcing des talents, il doit commencer, et la réforme du bac n'a pas beaucoup aidé à susciter des vocations scientifiques. Hélas, Mathieu, un mot sur ça, évidemment, pas sur les femmes aussi, mais... c'est un vrai sujet pour tout le monde. Bien sûr, je pense. On a des écoles aussi qui permettent de construire. S'il n'y a pas sur le marché, faut construire. En fait. Bien sûr. Donc, on travaille beaucoup aussi tous les pipelines de talents et on a un œil justement prospectif pour construire le plus tôt possible finalement des pipelines qui soient diversifiés dans tous les sens du terme. Alors on peut mesurer plus facilement le genre que d'autres diversités, mais c'est un vrai sujet pour nous aussi. Sur faire un travail qui a de l'impact là, ça c'est ce qu'on appelle le sens, je pense en fait. Je pense qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux quand on a commencé à parler du sens au travail, à se dire les gens veulent travailler pour quelque chose qui révolutionne le monde, etc. Mince, comment je vais faire, ma raison d'entreprise, etc. Alors que le sens au travail, c'est juste de faire quelque chose qui aide à faire bouger d'un centimètre. C'est concret. C'est concret, voilà, c'est concret. Et quelqu'un vous dit, c'est super ce que tu as fait, voilà, quelle que soit l'importance de ce qu'on a fait. Donc c'est ça qu'il faut réussir à recréer. Ça peut être le revers de la médaille dans des grands groupes. Alors on est bien placé en groupe international, mais en fait, ce sont des groupes aussi qui sont complexes, qui sont des matriciels, etc. Donc, c'est pas toujours facile de voir l'impact de ce qu'on a. Donc ça, c'est tout le travail managérial, en fait, de donner du sens, mais du sens concret au... Et d'un point de vue purement RH, je vous passerai la parole, Alain, parce que c'est vous qui, évidemment, allez éclairer toutes ces analyses. Être respecté, quelle que soit sa position hiérarchique. Moi, je rebondis à ce qu'on se disait au premier plateau aussi sur cette arrogance, parfois, des jeunes diplômés, et cette attente... Cette impatience qu'on retrouve souvent, est-ce que aussi c'est la ligne managériale qui doit être concernée? Dans la partie recrutement, on cherche des personnes qui ont envie de faire bouger les lignes, donc ça c'est bien. Après, on cherche des personnes qui ont une forme d'humilité aussi, une forme de réalisme. Donc normalement, si on les a bien sélectionnés, ils trouvent leur place, ils savent challenger la hiérarchie, mais tout en respectant leur rang également. C'est important aussi dans une société que chacun ait sa place et qu'elle soit bien établie, tout en laissant la place à chacun pour pouvoir contribuer. Et de plus en plus, on travaille beaucoup les nombres de hiérarchies en fait qu'a l'entreprise. Donc les entreprises sont énormément aplaties, on va dire, globalement. Donc on se rapproche très facilement finalement du c'est vrai CEO, que du management. Cette notion de profondeur hiérarchique, je l'ai souvent constaté, de réduire ou la capacité de prendre en main un projet, de l'amener jusqu'à son terme. Chez vous avez fait cet effort. Alors j'ai une hiérarchie qui me disait on est passé de 12 à 6 strates hiérarchiques. Est-ce que ça se calcule comme ça? Oui. Vas-y. Ah oui, pardon. Oui, exactement. Oui, on regarde en fait le CEO et combien il y a de personnes le plus loin possible. Alors nous, je crois qu'on arrive à 7 ou 8. Alors après, on est 30 000 collaborateurs en France, donc il faut quand même des lignes hiérarchiques parce que c'est aussi la qualité du management. C'est-à-dire si vous êtes un manager pour 40 personnes, il va avoir du mal à passer du temps qualitatif avec les 40 personnes. Donc il faut trouver le bon équilibre en fait entre les tailles de râteaux managériaux et la profondeur de l'entreprise et la taille et la complexité de ce qu'il y a à gérer. Donc on travaille beaucoup sur ces ratios-là et on les suit et on essaye d'écraser l'entreprise pour créer le plus de proximité au-delà de la culture. Bien sûr, ça passe pas uniquement par ça. Et puis l'action, en fait, c'est ça qui donne l'action, cette capacité, cette agilité d'action. Renata, et puis après... Une chose que je voulais en parler, c'est que en fait, il faut bien clarifier quelles sont les valeurs du leadership. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader chez Engie, par exemple, et on a fait un grand effort pour clarifier ça. Et justement, les jeunes et n'importe quel employé peut aussi porter un avis sur les comportements de son leader.
Donc, Ah oui. ah oui, parce que on a disséminé les évaluations 360. Et donc, dans les valeurs, il y a les care, il y a aussi la bienveillance du leader. Et donc, ça impose le respect aussi de tous les employés. Alors, Oui, je te rejoins. En fait, il y a à la fois les compétences techniques qu'on a pu acquérir et il y a aussi les postures et ce qu'on représente. Et nous, la façon dont on l'a fait, c'est plutôt mettre en place des groupes de travail transverses. Et où que vous soyez dans l'entreprise, si c'est vous qui avez l'expertise ou si c'est vous qui avez la connaissance ou le réseau, c'est vous qu'on viendra chercher. Et du coup, c'est très valorisant pour les salariés de pouvoir se dire... C'est un changement de culture. En fait, c'est un changement de culture, radical, hein, mais qui bouleverse aussi nos managers qu'on doit accompagner. Oui, parce que certains ont passé du temps dans l'entreprise et eux, ils font Oui, face à ils ont des des générations habitudes. qui Ah, vont on faisait comme ça avant, tous les 3 ans, je vais changer. Il faut les pauvres, accompagner aussi. Les managers, qu'est-ce qu'ils ont pris entre le Covid, les transitions et les C'est transformations? vraiment la chie. Le Covid a été un vrai moment de vérité. Hein. Ah bah oui. On s'est révélé, on s'est écroulé, et en tout cas, le manager ne peut pas être totalement comme avant. Quoi. Ah non, Voilà, et là, c'est ce que nous renvoie aussi les jeunes. Alain. Oui, c'est intéressant, c'est des nouvelles questions par rapport aux éditions Oui, précédentes. tout à fait. On parle beaucoup de crise de l'engagement, donc c'était intéressant de montrer ça, et ce sera évidemment très intéressant de voir comment ça évolue au fil du temps. Je crois qu'on disait que cette génération-là, elle est clairvoyante, moi je trouve qu'elle est extrêmement mature, et elle veut être traitée de façon équitable, normale et égalitaire. Alors elle a pris un peu le pouvoir, mais là il y a un effet de génération. Il y a 1 ou 2 générations, c'est la boîte qui commandait. Aujourd'hui, c'est pas le collaborateur qui commande, mais il faut traiter comme dans la vraie vie, en fait. Une boîte, elle est quand même dans la vraie vie. En revanche, ce que ça dit là, c'est que, oui, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais il y a une défiance quand même. Hein. Globalement, ils disent, oui, d'accord, super, je veux ça, mais je ne suis pas sûr de l'avoir, en fait. Ils connaissent le monde de l'entreprise, ils ont fait des stages, ou ils connaissent des gens qui ont fait des stages, ou des alternances, donc ils ont vu des choses, ils ont bien vu, on en reparlera après, hein, qu'il y a une différence entre la promesse de l'entreprise, souvent, et la réalité. C'est compliqué de bouger une culture. Même et il y a des cultures très dures, il y a des formidables cultures, mais après c'est chaque manager qui va faire vivre tous les jours cette culture. Et au fond, il y a un concept qui est intéressant, je trouve, qui est l'idée de recrutement permanent. En fait, cette génération-là, il faut la recruter tous les jours, d'une certaine manière. Il faut être toujours en phase d'écoute, de séduction. Mais ça, mais il faut les reconvaincre tout le temps, les re-recruter pour des choses en mobilité. Ça demande un travail absolument colossal et un changement de paradigme. C'est pas parce qu'ils sont dedans qu'il ne faut pas toujours leur donner envie de rester dedans. En fait. Il faut des preuves d'amour, tout simplement, et se dire que pour jouer collectif, il faut se dire qu'on s'aime et qu'on a envie de continuer ensemble, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir certaines règles et des process, parce qu'il faut que la boîte elle tourne. Oui. Mathieu, vous me regardez avec un air, on est d'accord. Je réfléchissais au fait, le sujet de la rétention, en fait. Pour moi, ça s'inscrit dans des dynamiques de flux aussi, c'est-à-dire... J'ai du mal avec le concept de rétention, c'est-à-dire on ne peut pas attacher les gens au bureau, voilà, ils ne sont pas otages, etc. Donc il faut leur donner envie, effectivement, il faut que ça soit sincère qu'ils restent, mais il faut aussi s'inscrire dans des dynamiques de flux. C'est bien que les gens veuillent bouger, en fait, qu'ils veuillent voir autre chose. On veut des gens qui soient curieux dans l'entreprise, donc ils vont faire un pas de côté, ils vont dans une autre entreprise. Ce qui est important, c'est qu'ils prêchent la bonne parole de l'entreprise dans laquelle ils sont passés. Chez AXA, c'était super. Bon, j'ai fait une autre expérience. Il paraît qu'il y a des alumni des anciennes boîtes dans les gros cabinets. Dans l'audit et le conseil. J'y parais, en fait, je le savais, mais il y a des alumni. Ça nous fait des ambassadeurs, tout le flux en fait de gens qui passent, ça nous fait des ambassadeurs sur le marché, et c'est des gens qu'on va recruter demain, qui seront encore plus forts peut-être parce qu'ils auront eu l'expérience qu'ils voulaient et comprendront. De toute façon, il faut du turnover dans une boîte. Hein. De toute façon, on ne peut pas vivre avec. Faut que ça bouge un peu. De toute façon, il faut que ça vive. C'est un corps vivant. Merci beaucoup. Merci, vraiment, Anne-Laure Niolo, Transdev. Cocorico, je vais faire Cocorico pour tout le monde. Mathieu Alcoraxa, Cocorico, et Renata également, Cocorico. On est très fiers d'avoir que des grandes boîtes qui ont parlé. Alain, comme d'habitude, un éclairage sur Cocorico, mais vous, je vous connais depuis longtemps, vous êtes plus que Cocorico. Allez, tout de suite, quelques images sur les assises de la parité. Reste avec moi, Mathieu. On ne part pas avant le décrochage antenne. Tout de suite, un film sur les assises de la parité, un événement tellement important qui nous permet de rappeler ce que nous avons dit, que l'égalité homme-femme, c'est important tout le temps, toujours, dans toutes les organisations humaines. On regarde. Les assises de la parité, cette année, sont donc sous le thème de la transformation. Transformation parce que nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde où on ne peut absolument pas exclure 52% de la population. Je veux parler des femmes. On voit que la parité, c'est un sujet qui peut avoir un effet domino sur tout un ensemble de sujets économiques.
N'oublions pas que la parité, c'est surtout encore et toujours de la performance. La parité est aujourd'hui un objectif à atteindre et pas une option. Cette égalité, elle doit se décliner dans toutes les sphères de la société. Il est important que l'entreprise adhère à ce pacte. Et je remercie toutes les entreprises ici présentes de s'inscrire dans cette direction. Quand on arrive au sein de ces assises, on sent qu'il y a de l'échange, il y a de la confrontation d'idées. Je souhaiterais vraiment que dans les mois à venir, le dialogue social porte sur ce sujet-là. Ce n'est pas seulement une question morale, d'humanité, de solidarité, c'est une question de profitabilité. Les entreprises qui ont plus de femmes en top sont plus profitables, sont plus innovantes. C'est vraiment de faire prendre conscience que la place de la femme n'est pas suffisamment respectée, évidemment dans le milieu de l'entreprise, mais dans le milieu sportif. Et c'est important que dans ces lieux de pouvoir, la parole des femmes soit entendue. C'est un sujet sociétal et le fait que les ministères économiques et financiers puissent accueillir ce bel événement, je trouve que c'était fantastique. Les femmes ont du talent, elles ont des compétences, elles ont des capacités. Et en ces temps de mutation extrêmement importants, il faut leur donner la place qu'elles méritent. Vous avez vu les intervenants, la qualité, l'ambition, l'engouement qu'il y a sur ce sujet. Eh bien, cette impulsion, elle doit être nationale et c'est tout ce que j'ai vu dans ce magnifique sommet. Je crois qu'il y a une très belle participation. J'espère que ça va avoir de l'impact, surtout que ça va donner des idées. Si j'avais un dernier message, c'est engagez-vous, c'est pour vous, c'est pour tout le monde et c'est pour les générations à venir. Voilà, retour plateau, on va vous présenter un petit film encore, parce que vous savez, il devait être avec nous, le nouveau patron de France Travail, ex-Pôle emploi, Thibaut Guilluy, vous le connaissez bien, il était haut-commissaire à la formation et à l'emploi, je ne me souviens plus exactement, enfin il était haut-commissaire, c'est une personnalité qui devait être avec nous, mais il a été appelé pour des sujets importants et il a tenu à nous donner un petit message. Tout de suite, on regarde. Bonjour à tous, je suis évidemment navré de ne pouvoir être en présentiel avec vous au moment où vous allez pouvoir échanger sur cette étude. J'ai eu la chance déjà de pouvoir consulter, étude réalisée par Occurrence, l'IFOP et l'agence EPOCA avec Mathieu Gabé. Cette étude, elle est importante pour France Travail. France Travail que nous avons créé depuis maintenant le 1er janvier pour apporter une meilleure réponse à tous les demandeurs d'emploi, à tous ceux qui cherchent une voie, à tous ceux qui cherchent un travail, mais aussi mieux accompagner l'ensemble des entreprises qui recrutent et qui recherchent des talents. Et plus on se rapproche du plein emploi, et plus ça ne suffit plus de collecter et de trier des CV, mais il faut bâtir des parcours. Pour pouvoir bâtir des parcours, il faut comprendre les personnes et aujourd'hui vous vous penchez sur les jeunes, comprendre les jeunes, leurs aspirations, leurs attentes, pour mieux les attirer dans vos entreprises, dans vos filières, dans vos métiers, pour mieux les accompagner dans les formations qui sont nécessaires et dans les parcours d'intégration. Cette philosophie qui met l'usager, le candidat, la personne au cœur du projet, c'est exactement la philosophie de France Travail. Le bâtir par le terrain, par et pour les demandeurs d'emploi, par et pour les entreprises. Dans vos échanges, et grâce à cette étude, cela nous permet de mieux orienter pour France Travail et pour ses partenaires du réseau, finalement les solutions qu'il nous faut simplifier, qu'il nous faut consolider en matière d'attractivité, de formation et d'aide au placement à la recherche de ce fameux premier emploi. C'était la philosophie d'un jeune, une solution que nous voulons projeter plus largement, pérenniser finalement à travers la démarche de France Travail à vos côtés. Ce que j'avais retenu, ce que je retiens aussi de ces études, c'est que si il faut mieux accompagner chaque jeune à trouver sa voie, son orientation, il faut aussi mieux accompagner les entreprises. Je pense évidemment avant tout aux TPE, aux PME, qui n'ont pas la chance, comme certaines de vos entreprises, d'avoir un directeur des ressources humaines pour décrypter la complexité de nos systèmes. Mais mieux accompagner chacune de ces entreprises à trouver le bon candidat,
à parfois financer ou trouver la formation qui va faire la différence entre un candidat motivé et un candidat qui peut s'intégrer avec réussite dans vos équipes de management. C'est ce lien-là que nous voulons bâtir, France Travail, avec l'ensemble des entreprises de France pour faire en sorte que le chômage des jeunes, qui a déjà fortement diminué ces 6 dernières années, continue de refluer pour permettre à chaque jeune d'avoir les meilleures chances de réussir, parce que derrière la réussite de chaque jeune, c'est aussi la réussite de vos entreprises que vous êtes en train de préparer. Et c'est ce à quoi nous aspirons avec France Travail, c'est que les réussites des entreprises et des demandeurs d'emploi puissent s'accorder pour le plein emploi. Merci beaucoup Thibaut Guilluy. On est très touché que vous ayez fait ce petit message. Vous deviez être là, mais je suis convaincu que votre mission vous a appelé parce qu'il a des grosses ambitions. Il faut rapprocher l'offre et la demande, le marché de l'emploi. Pour lui, ce sera un gros challenge que le président lui a confié. Assaël, vous êtes resté. Alain, il est resté. Mais qui est avec nous? Marie-Hélène Chavigny du groupe Carrefour. Bienvenue. Merci. Le groupe Carrefour, leader de la grande distribution. J'allais dire, le présenter, ça serait presque, pas une erreur, mais en tout cas, ne pas considérer que c'est une des plus grandes entreprises de la grande distribution de France et dans le monde, puisque vous êtes à peu près présent partout, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est ça. On est présent dans beaucoup de géographies du monde, que ce soit sous un format intégré ou franchisé. Combien de salariés? Alors en France, on est 80 000 et puis dans le monde, on est avec le monde franchisé, tout compris, c'est plus de 500 000 personnes qui travaillent sous enseigne Carrefour. C'est énorme. Et une entreprise qui a une raison d'être, on en parlera aussi, parce que c'est très important pour les jeunes, évidemment, de trouver et de s'identifier à travers les objectifs d'une grande entreprise. Youssef Achour, du groupe Up, qui fête ses 60 ans. Vous connaissez sans doute le groupe Up, si vous ne connaissez pas, en tout cas c'est une coopérative. L'entreprise appartient à ses salariés, eux-mêmes qui pilotent. Alors tout le monde n'est pas président, si je ne m'abuse. En tout cas c'est intéressant de voir comment cette vocation, elle impacte aussi la marque employeur. Et vous en parlerez aussi un petit peu. Bienvenue Youssef. Merci à vous, merci, le très groupe heureux d'être Up, parmi vous. en 2 mots. Oui, le groupe Up, donc nous sommes donc, comme vous l'avez dit, nous sommes une société coopérative et participative. Donc l'entreprise est détenue par ses salariés, 100% du capital de l'entreprise est détenu par ses salariés. Donc nous sommes construits autour d'un modèle d'entreprise, un modèle de gouvernance sur lequel on reviendra, mais sur lequel qui nous permet de pouvoir avoir une forme de communication, une forme de démarche en direction des jeunes collaborateurs que nous souhaitons faire rentrer, un peu différente, un peu singulière, sur laquelle bien évidemment nous adaptons aussi. Et ils peuvent s'identifier, et bien entendu. Emmanuel En tout cas, c'est Semo, l'objectif. qui est le seul vrai jeune de ce plateau. Mais non. Bonsoir Emmanuel, j'en perds ma voix. Bonsoir Emmanuel, Bonsoir. vous dirigez VL Média, vous adressez les jeunes pour les conseils pour l'emploi, pour les études, dans des lieux assez uniques. J'ai eu le plaisir d'aller à Roland-Garros au Parc des Princes. Vous créez une expérience, c'est ça, et vous donnerez votre regard un peu sur ces attentes des jeunes. Merci d'être là. Un mot sur VL Média, on en a dit quelques mots tout à l'heure. Oui, très rapidement. On est organisateur d'événements innovants. On essaie de connecter justement l'emploi et les jeunes, mais l'emploi, que ça passe par le stage, l'alternance, le CDI, le CDD évidemment, et dans des lieux, comme tu l'as dit, assez innovants, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des événements comme on faisait avant, et donc on essaye de faire ça. Quand j'étais jeune, c'est ça, c'est pas ce que Emmanuel, je dis. Merci beaucoup. Assaël, allez, on y va. Alors, autant j'étais très optimiste, là j'ai envie de voir le verre plutôt à moitié vide, parce que on a encore presque un tiers des jeunes qui nous disent que globalement la communication, la qualité des actions menées pour les convaincre d'aller vers l'entreprise n'est pas satisfaisant. Pourquoi je suis plutôt critique? Parce que d'abord ça progresse peu d'année en année, qu'au regard des urgences, des volumes, des enjeux, des moyens que les entreprises y mettent, je considère que être encore à un tiers d'étudiants qui sont critiques sur ces actions, c'est pas satisfaisant. En tout cas, il y a clairement des marges de progression. Et si je prends une casquette, puisqu'on parle de jeunes et d'école, un peu scolaire, on a à peine la mention assez bien. Voilà. Attendez, Alain, oui, c'est là. Vous êtes chafouin comme Assaël, là. On parlait du changement de rapport de force. Ils ont la main. Et donc leur niveau d'exigence sur ce qu'ils vont trouver dans un job, mais aussi ce qu'ils vont trouver dans la com, il n'est plus le même qu'avant, tout simplement. Et ça veut dire que ça fait poser aux directions des ressources humaines et aux directions de la communication, parce que c'est un travail commun, des devoirs, on en reparlera après, d'émergence, de créativité, de nouveauté, d'innovation. Il ne suffit plus de faire de la réclame
comme c'était parfois le cas auparavant. On en fait un peu dans la grande distrib, un peu quand même. Ouais, mais il faut faire de la véritable communication en comprenant ses audiences, en étant plus personnalisé. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de la raison d'être. Ce sont des thématiques qui doivent nécessiter une vraie communication et une vraie percussion auprès des jeunes. Oui, et puis ça donne du sens. Moi, je pense que c'est pas que pour les jeunes ce que je veux dire, mais d'une façon générale, les gens sont plutôt en quête de sens, de savoir pourquoi ils vont aller faire cette mission-là pour cet employeur-là ou pour cet autre employeur. Et donc, c'est important d'avoir une raison d'être pour une entreprise parce que ça donne du sens à ce qu'on fait, ça donne du sens. Nous, notre raison d'être, elle est basée bien sûr sur la nutrition, sur Hack for Food, qui est en fait un manifeste pour travailler mieux la qualité, c'est très engageant. Oui, tout à fait, mais bien sûr, et on fait énormément de choses d'ailleurs avec le monde agricole, mais aussi avec beaucoup d'autres fournisseurs. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant parce que je pense qu'on a parlé beaucoup de RSE. On disait finalement la RSE, c'est pas que l'environnement, c'est finalement une espèce d'éthique aussi derrière. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans la raison d'être, c'est pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Et juste peut-être pour faire un tout petit rebond sur le sujet des écoles, je c'est pense... le slide d'avant. Oui, non, mais c'est juste pour dire, je pense que vraiment, forcément, ça nous interpelle sur le fait que c'est nécessaire, mais plus suffisant. Il faut aller chercher d'autres endroits, d'autres canaux de communication, et puis probablement aussi sur la forme, mais on aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Youssef, un commentaire sur tout ce qui a été dit? Parce qu'on voit le voir à moitié vide, comme disait Assaël. Moi, je retrouve ça pas mal, 71%. Je ne suis pas statisticien, mais ça reste correct. C'est un bon score, mais oui, ça stagne. Enfin, on n'est pas sur une courbe qui progresse. C'est votre pro. Non, mais et puis surtout les enjeux. C'est intéressant parce que quand vous regardez une entreprise comme la nôtre, naturellement, en tout cas, dans notre structuration, on n'a pas pour objectif, on ne se donne pas l'objectif d'aller dans les grandes écoles pour valoriser, pour mettre en avant un modèle d'entreprise particulier de ce type-là. Parce très longtemps, on a pensé qu'effectivement, aller vers les populations que l'on souhaite faire venir chez nous, ce n'était pas productif parce que le modèle coopératif n'était pas très attractif. Il avait un petit côté un peu vieillot, un peu dépassé, etc. Et puis depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que il y a des valeurs. Derrière tout cela, je crois que les salariés, les jeunes futurs salariés ont évolué dans leur façon de penser l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus en phase avec les différents critères qui font que l'on va aller dans telle ou telle entreprise. C'est quoi? C'est le fait simplement que notre entreprise, d'abord, elle propose un modèle d'entreprise particulière dans lequel, selon le principe un homme égale une voix, on participe à un projet collectif. C'est pas un projet individuel. Certes, la personne y a toute son importance, mais par contre, effectivement, elle adhère à un projet collectif qui est celui d'une coopérative qui existe depuis 60 ans. Et je passerai la parole à Emmanuel après. Vous me disiez quelque chose de très intéressant quand on préparait. Quand on regarde le package et quand on regarde finalement la rémunération entre ce qui aurait pu avoir une image un peu old school, finalement, c'est la même chose que dans les grands groupes, en fait. C'est un jeune diplômé qui vient chez vous, au final, il aura à peu près la même chose. Donc, même l'idée de rémunération, elle est équivalente. Ce sera un peu différent. C'est-à-dire le modèle de rémunération globale sera différent. C'est vrai que ce n'est pas forcément le salaire de départ qui va être le plus attractif. Par contre, dans le temps et dans la durée, et compte tenu du fait qu'on est très attaché à quelque chose qui est aujourd'hui important pour les salariés, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire que la gouvernance, elle est partagée et la valeur, elle est partagée. C'est-à-dire que dans une entreprise comme la nôtre, le fruit des résultats, les résultats réalisés sont partagés de manière égalitaire. Que vous soyez président ou secrétaire, on considère que tout le monde a participé aux résultats. Cette participation, elle est partagée complètement à 100%, partagée de manière égalitaire. Donc ça permet de penser le rapport au revenu, le rapport à la rémunération de manière différente. Et puis après, il y a un autre élément qui est très important aussi, c'est que de par notre nature, c'est d'abord la promotion interne qui prime. C'est-à-dire vous rentrez, mais vous rentrez pour un parcours dans une entreprise qui investit dans vous, pas simplement en tant que salarié, mais en tant que sociétaire. Vous participez au processus de décision et vous votez pour votre président. Emmanuel, alors, les jeunes, ils en demandent beaucoup, finalement. Non, mais en fait, moi, c'est ça qui m'a plu dans ce partenariat avec l'étude, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avait les résultats, en fait, c'est fou de voir à quel point c'est raccord avec le terrain. Sur les événements du futur, quel que soit le lieu où on le fait, on brasse des dizaines de milliers de jeunes. Et s'ils sont là, c'est parce que justement, ça ne suffit pas assez ce qu'il y a dans les écoles ou les universités ou les CFA et les BTS. Donc, ils se redirigent vers des événements innovants comme les nôtres. Donc, c'est sûr qu'on ne peut plus imaginer la marque employeur comme avant, ça c'est sûr.
qui a des nouveaux canaux pour aller les chercher, alors qu'ils sont critiquables, je comprends, mais qui sont TikTok, qui sont Instagram, où on doit montrer. Mais dites pas, oh là là, Emmanuel, vous êtes vous êtes jeune, vous êtes trop rapide. Mais dans l'idée, c'est vrai qu'on ne peut plus faire comme avant. On doit trouver des nouveaux canaux pour les atteindre, et même dans la façon dont on va les chercher. Et c'est vrai qu'il y a des critères qui restent toujours les mêmes, hein, la rémunération et pas mal d'autres choses. Mais c'est vrai que la quête de sens, tu l'as dit, c'est quelque chose qui revient énormément. Et surtout, nous, ce qu'on observe énormément sur le terrain, c'est le besoin de s'identifier à son manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir du manager de voir ce que le jeune va devenir plus tard est hyper important et parfois dépasse même la marque. On continue. C'est complètement raccord avec qu'est-ce qu'ils attendent concrètement. Donc pour que c'est une communication d'entreprise qui recrute vous donne envie, on retrouve cette notion de transparence, d'engagement, d'interactivité. En effet, alors désolé, le RH qui vient avec 50 slides, ça c'est voilà, il vaut mieux. Votre slide il est pas mal, hein, il vaut mieux faire deux, moi je le dis pas. Il vaut mieux former. Je suis pas en train de recruter. C'est bon. Il vaut mieux faire venir un expert qui parle, qui va expliquer son métier, qui va avoir une parole très directe, et c'est ça qui est recherché. On voit que les démarches très innovantes du type réalité virtuelle, etc. En tout cas, si ces gadgets, si ça s'inscrit pas dans une démarche plus globale, c'est en bas de la liste. Donc on veut, là aussi, on trouve des gens qui veulent une communication sans chichi, authentique, interactif, factuel, etc. Authentique, Marie-Hélène, c'est le mot. Oui, de l'authenticité, et puis, vraiment, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la parole institutionnelle n'a plus du tout le même poids qu'avant. D'abord, elle n'a plus le même intérêt sur le fond, parce que finalement, les gens se renseignent, ils vont sur Internet. En plus, on a tous des sites qui sont relativement bien faits, où on peut comprendre finalement quelle est l'entreprise, qu'elle fait, quels sont les différents métiers. On présente tout ça en long, en large et en travers. Si on veut regarder un métier en particulier, on comprend rapidement. Donc, toute cette information-là, finalement, ils l'ont. Donc, ce qu'ils vont aller chercher, c'est plutôt comment ça se passe dans la vraie vie. Et ça aussi, ça a été dit dans les tables rondes précédentes, ils vont aussi aller chercher, savoir finalement, c'est quoi l'ambiance, avec qui je vais travailler. Il y a un côté backstage qui les intéresse beaucoup. En fait, ils n'ont pas envie de croire à un rêve et d'arriver et d'être déçus. Ils ont vraiment envie de comprendre ce qui va se passer. J'ai presque envie de vous dire, et c'est ça qu'on met derrière transparence, en bien ou en mal, mais ils ont envie de savoir comment ça va se passer. Surtout que les salariés sont des ambassadeurs, ils communiquent eux-mêmes, ils disent des choses sur ce qui se passe. C'est donc du coup nos meilleurs ambassadeurs, parce que si moi je reprends la communication institutionnelle qu'on faisait avant, on prenait des acteurs, on les filmait, on les photographiait, etc. On les maquillait, on les habillait. Et donc du coup, ils portaient une parole très institutionnelle. Aujourd'hui, on prend tous nos collaborateurs et comme ils veulent, comme ils viennent, et ce qu'on leur demande surtout, c'est de ne pas préparer et de venir parler de leur métier, parler de leur expérience. Et ça marche parce que du coup, on arrive à se projeter dedans. Et le vraiment top bonus, c'est l'alumni, parce que lui, il a vécu le parcours d'école, le parcours de recrutement, le parcours de carrière. Donc, on peut vraiment s'identifier à lui, ou pas, d'ailleurs. Non, mais du coup, on a son libre... Non, mais c'est ça qu'ils viennent chercher, c'est leur libre arbitre, le choix qu'ils vont pouvoir faire en fonction de ce qu'ils vont voir. Alain, vous voulez dire un mot? Alors, moi, c'est un de mes sites préférés. Je vois même au caractère. Je trouve ce site hyper intéressant. C'est pour ça. Parce qu'il dit toute la difficulté et le challenge de la communication marque-employeur. On parlait de la confiance des jeunes diplômés et des étudiants. En revanche, ils ont de la défiance sur la communication. Ils ne vous croient pas, ils ne croient pas sur parole. Transparence, c'est ça. Si on fait l'exercice, nous on le fait tout le temps avec nos consultants, de se mettre tout bêtement dans la chaussure d'un candidat qui va aller faire son marché et qui va regarder des sites carrières qui restent quand même, super les réseaux sociaux bien sûr, mais qui restent quand même une destination importante, à un moment dans le funnel, on se renseigne, on va là. Quand vous faites cet exercice et qu'on regarde un champ de choix avec une dizaine d'entreprises peut-être, globalement tout le monde promet monts et merveilles d'une vie en entreprise rêvée, mais absolument incroyable, où tout va bien tout le temps, collectif, individuel, ça va vite mais en même temps on a le temps. Globalement, ce n'est pas crédible. Et donc, derrière transparence, il y a cette notion très forte d'une marque employeur qui doit être honnête, qui doit dire la vérité. Alors, il faut donner envie. Vous vous battez, Marie? Mais il faut dire les choses. Pour un interne, pour dire, attendez... Il faut assumer qu'on n'est pas... Pardon, mais qu'on n'est pas parfait, et qu'on ne peut pas toucher toutes les cases, et qu'on n'est pas toutes les cases, et qu'on n'est pas pour tout le monde. Et j'ai le sentiment que trop souvent, les communications marque-employeur essayent de cocher les cases. Alors on a de la formation, on a de la RSE, on a ça, etc. On lit les mêmes études. Faire des choix, ça me semble clé que pour justement les étudiants puissent choisir l'entreprise. Ça vous parle?
Oui, je pense que c'est aussi un point très important. On disait tout à l'heure, un recrutement, ça prend du temps, ça coûte cher. Et donc, nous, en tant que DRH, finalement, j'ai envie de dire, un des points les plus essentiels, alors quand en plus on a la chance d'être dans un grand groupe, on peut former les gens à des compétences, on peut les faire évoluer finalement, même s'ils n'ont pas le diplôme complètement parfait ou le parcours complètement parfait, on va arriver à les intégrer sur cette partie-là. En revanche, sur le soft skill, s'ils n'ont pas l'état d'esprit qui colle avec l'entreprise, c'est l'échec assuré. Et donc, sauf qu'entre-temps, on aura perdu 6 mois, on aura loupé notre recrutement, etc. Donc, on a finalement complètement intérêt, nous aussi, à être transparents pour dire, voilà, il y a des choses très positives. Et puis aussi, il y a des choses qui sont plus exigeantes. Voilà lesquelles. Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on tape ensemble? C'est vraiment le sens du contrat, finalement. Est-ce que le fait d'être une entreprise différente donne un avantage, justement cet avantage? Parce que la transparence, c'est quelque chose de consubstantiel. Oui, mais au point d'entrée, vous avez 2 catégories de candidats. Il y a ceux qui connaissent et qui se sont renseignés et qui ont envie, et on sent qu'ils sont motivés pour vivre une expérience différente, celle d'une entreprise où ils vont avoir une place dès le début très particulière. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, ont besoin de trouver un job, tout simplement. Donc, ils vont regarder, bien évidemment, la rémunération. Et puis, ils vont dire, je vais quand même voir ce qui se passe. Et je vais voir si, entre ce qu'ils me racontent, quand vous dites l'entreprise, c'est égalitaire, on partage tout, il y a le dialogue social qui est super important, etc., etc., c'est normal que, dans un premier temps, ils disent, il y en a certains qui peuvent s'interroger, parce que ce n'est pas un modèle dominant. C'est un modèle un peu à part. Donc, il peut poser question. Et puis après, vous avez du mal à recruter d'ailleurs. Comment? Vous n'avez pas de mal à recruter? Non, on n'a pas de mal à. On a du mal à recruter sur certains profils qui sont des profils comme tout le monde, j'imagine. Compliqués comme tout le monde. Mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est que malgré tout, la marque d'intérêt sur la nature de notre entreprise et les messages que l'on passe et la vérité la transparence que l'on donne sur l'engagement, fondamentalement, c'est l'engagement qui prime chez nous. Attire aujourd'hui de plus en plus de personnes. Emmanuel, dans la transparence, moi je rajoute quelque chose qui est assez intéressant qu'on observe, c'est la transparence sur les responsabilités que le jeune va avoir en rentrant dans l'entreprise. Et ça c'est intéressant parce que notamment sur des profils, sur des très gros salaires, mais comme sur des salaires moins élevés, où du coup la question du salaire est réglée parce que la personne sait qu'elle aura un bon salaire, elle regarde tout de suite le niveau de responsabilité. Ça c'est la première chose qu'on observe. Et la deuxième chose, c'est physique sur les événements. C'est vrai qu'en 2 ans, tous les affichages, tous les kakémonos sur les valeurs, sur la partie écologie de l'entreprise, ont été remplacés par des humains parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien de plus fort qu'un collaborateur qui vient de parler de son entreprise et à qui surtout le jeune va pouvoir parler et poser les vraies questions. Il ne faut pas les prendre pour des idiots, cette cible-là, ils sont nés avec un téléphone dans la main, ils passent plus de 5 heures sur un téléphone chaque jour, ils vérifient tout. Donc en fait, les entreprises ne peuvent plus maquiller parce que quoi qu'il arrive, en 2 minutes, il va aller sur Twitter, il va aller sur Instagram, il va trouver l'information que l'entreprise veut cacher. Donc en fait, on ne peut plus faire le mieux qu'on puisse faire, c'est de mettre en avant ses collaborateurs. Je me permets de rajouter un point qui est clé, qui est la notion de preuve. Des preuves, mais donner des preuves d'une culture, par exemple, c'est pas juste se dire, alors on a de la formation, de la qualité du travail, etc. C'est avoir des preuves puissantes, chiffrées quand on le peut, c'est d'avoir des preuves spécifiques, parfois des preuves symboliques, quand on est au début peut-être d'action ou d'initiative ou de programme RH où on n'a pas encore les chiffres pour le montrer, les preuves sont clés. Puis le deuxième point, c'est que ce que ça dit, et je disais que c'est très complexe et le challenge est immense, ça dit qu'il faut à la fois séduire dans l'émotion, donner envie, être créatif, et en même temps être hyper concret. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas juste informer, il faut faire les deux, il faut donner envie, être créatif et en même temps apporter des choses très concrètes. Confirmer pour aller un peu à contre-courant qu'un grand groupe international rassure ces jeunes, parce que dans les slides d'avant, vous savez, sur le précédent, on disait quand la première valeur c'était de rentrer dans une grosse maison avec un certain nombre de critères de réussite ou de performance en tout cas. Alors, bien évidemment, ça les intéresse. Moi, ma difficulté, c'est après de les retenir. On a parlé tout à l'heure, la rétention. Et d'ailleurs, en partageant tout ce qu'on est en train de se dire, je me disais, mais finalement, on a aussi, nous, muté dans notre communication interne. Donc là, on n'est pas sur l'attraction à ce moment-là, mais sur la rétention, où aussi, on a basculé sur des discours de preuve. On a basculé sur des témoignages internes aussi, notamment sur la promotion interne et sur l'engagement à se former pour évoluer, avec des gens qui ont fait des parcours, qui expliquent leur parcours très concrètement, avec des données chiffrées. Et donc voilà,
je pense qu'au-delà du recrutement en lui-même, on a besoin dans l'entreprise d'une façon générale. Quand on est un grand groupe, je ne sais pas si ça change grand-chose d'être un grand groupe ou pas, mais... C'est pour les jeunes, hein, c'était le chiffre que vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si ça change grand-chose en matière de preuves qu'on doit apporter. Je pense peut-être que les grands groupes s'y attendaient moins, mais que maintenant, ils sont au même rang que tout le monde et il faut aussi qu'ils fassent leurs preuves. Et en tout cas, nous, on a absolument voulu prendre ce virage. Un dernier slide, Emmanuel Hamon. La mode de la start-up est un peu passée, j'ai envie de dire. Enfin, aujourd'hui, alors c'est peut-être économique, c'est peut-être lié au fait que si beaucoup de start-up, de licornes ont dû licencier en masse, qui avaient fait des levées et des levées, et aujourd'hui on leur demande d'être rentable, et donc du coup elles sont obligées de licencier. Tout a peut-être un rapport, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une sorte de besoin de se rassurer, et les jeunes, quel que soit le milieu social, nous aussi on observe qu'ils se dirigent vers les grands groupes en priorité, en tout cas sur nos événements. Alors on termine par la place des réseaux sociaux dans ce système d'information, de fact-checking aussi. Donc là, on a des scores vraiment de l'usage régulier, donc systématique et souvent. On voit qu'on a vraiment, vous avez les deux éléments, donc les jeunes diplômés de grandes écoles, et puis les jeunes qui ont des diplômes plus inférieurs ou bac plus 2, bac plus 3. Il y a des nuances. On voit la prédominance quand même de LinkedIn, vraiment, qui est voilà. Donc il y a un espace prioritaire, c'est LinkedIn. On voit par exemple TikTok qui est assez bas, mais vous voyez le 7 et le 12%. Donc on voit bien que à chacun selon son réseau social, à chaque angle. Et puis on voit que ça progresse. Hein, il double sur les 3 dernières années TikTok en moyenne. On voit la stagnation, donc clairement, par exemple, Twitter semble pas forcément l'espace. Vous faites des chorégraphies sur TikTok pour attirer des chorés comme ça. Non, mais par contre, les témoignages. Mais on utilise beaucoup TikTok. Parce que je dis ça parce que Marie-Hélène m'a dit tout à l'heure, j'étais surpris de la réussite de la communication sur TikTok. Non, c'est vrai, parce que quand mes équipes m'en ont parlé, pour moi, TikTok, c'était ludique comme réseau social. On ne peut pas dire autre chose. Hein, non, mais ludique. Mais voilà, je me disais, bon, est-ce qu'on va vraiment aller trouver de l'audience? Et en fait, oui, parce que, pour de vrai, pour moi, il y a deux choses. C'est il faut diversifier. Mais c'est comme pour nos clients. Nos clients aujourd'hui, ils ont envie d'aller faire des courses dans les hyper, dans les petites surfaces de proximité, sur du e-commerce. C'est exactement la même chose. Donc, il faut aller là où sont les gens. Donc, que ce soit des clients ou des candidats. Les candidats, eh bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux, on les retrouve aussi sur certains forums, on les retrouve dans les écoles. Donc, en fait, je pense qu'un des enseignements, c'est de se dire finalement, il n'y a pas une bonne recette. C'est un mix de recettes de là où il y a nos candidats. Nous, chaque année, on fait plus de 30 000 recrutements par an, mais on ne fait pas que du jeune diplômé, on fait aussi du jeune... voilà, on fait des jeunes qui sont parfois sans diplôme, qui sont parfois issus des QPV, des jeunes qui sont issus de diplômes intermédiaires, des jeunes issus de grandes écoles. Donc, on ne peut pas avoir un seul langage. Déjà, il faut quand même qu'on ait un langage cohérent, global, bien sûr, mais on ne peut pas en avoir un seul et pas sur un seul média. Donc, c'est intéressant d'aller sur LinkedIn pour certains profils. Et puis, c'est intéressant d'aller aussi sur Instagram, parce que vous pouvez faire des vidéos courtes. Et ça, c'est un peu l'autre enseignement, c'est que les réseaux sociaux vous donnent une liberté de ton qui permet justement d'aller trouver ce côté direct, ce côté franc, ce côté un peu punchline, un peu rythmé, qui donne envie, aussi un petit peu plus provoque, un peu, voilà, qui permet un peu plus impertinent, et qui permet d'aller toucher parce qu'il faut émerger. Alors, on dit Insta, on ne dit pas Instagram. Hein. Insta. Oui, là aussi, les chiffres sont assez révélateurs. Nous, comme vous, Marie-Hélène, nous, ce qu'on a fait, effectivement, c'est qu'on utilise tous les vecteurs. Mais nous, par rapport aux réseaux sociaux, on a essayé de coupler notre développement, notre communication sur les réseaux sociaux en disant, voilà, si vous dites que vous êtes une scope, vous allez sensibiliser un certain nombre de personnes, comme je l'ai dit, qui sont déjà sensibilisées. Par contre, sur les réseaux sociaux, nous, on a plutôt mis en avant le fait que notre entreprise, il y a un an, est devenue entreprise à mission. Ah oui. Hein, donc là, ça nous permettait de ne pas concentrer la communication uniquement sur, finalement, ce qui se passe à l'intérieur, notre modèle d'entreprise interne, mais aussi de dire, nous sommes aussi une entreprise qui est impliquée dans la société, nous sommes une entreprise qui vit dans son époque, et là, le fait d'être passé entreprise à mission avec des messages qui tournent, parce que c'est notre nature, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais le groupe Up, en fait, c'est l'ancien chèque déjeuner, donc c'est les titres restaurants. Oui. Et donc, sensibiliser autour de l'utilité sociale de nos produits, Up Cadoc, Up Déjeuner, et donc faire en sorte que là aussi, on montre que finalement, bosser dans une boîte comme la nôtre, c'est aussi faire œuvre et participer à un projet collectif en interne, mais c'est aussi donner du sens en externe. Et le projet d'entreprise à mission nous a permis de compléter
notre communication en direction Des de populations candidats cibles, plus ouais, c'est larges, ça. et les réseaux sociaux y ont participé, bien évidemment. Vous connaissez tout ça, Emmanuel Moi, je suis hyper fier quand je vois ça parce que, comme tu le disais, je suis dans la cible du coup de cette étude-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça montre qu'on est quand même une génération assez mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appris à utiliser LinkedIn et bravo à LinkedIn d'avoir réussi à rendre cet outil accessible parce qu'ils ont profondément changé l'algorithme pour justement rentrer dans la logique des autres plateformes dont TikTok est rentré en force dans l'étude. Quand on regarde la progression de TikTok, c'est hyper fracassant. Et je pense que dans les années à venir, il va falloir surveiller ça, parce que c'est vrai que le réflexe TikTok est hyper impressionnant. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper fier et rassuré de voir que les jeunes qui aujourd'hui arrivent sur le marché de l'emploi et qui commencent même dès le lycée, on les initie. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les professeurs là-dessus lors de nos événements, mais les initier un peu à LinkedIn. Alors, ils sont encore mineurs pour certains, donc il faut faire attention. Mais je trouve que LinkedIn, c'est pas non plus complètement. Non, mais en tout cas, sur TikTok, j'ai plus peur, si je peux me permettre. Tu as raison. Mais ce qui est hyper, je pense, important à retenir, c'est qu'ils ont ce réflexe du LinkedIn. Et c'est. Oui. Ouais, peut-être quelques éléments là-dessus. Ça dépend où on est dans le parcours candidat. La question, attention, c'est quels médias vous utilisez, ou réseaux sociaux vous utilisez, pour aller chercher de l'information sur une entreprise. Et c'est assez logique que LinkedIn, alors, encore plus pour les grandes écoles que les universités, est l'endroit naturel où on va. Mais le travail de la marque employeur, il commence bien avant, au tout début, ce travail de séduction qu'on évoquait, il va travailler pour créer de la présence à l'esprit, pour créer de l'envie, pour créer un tout petit peu d'intérêt, qui ensuite, au tout début de ce parcours-là. Donc la bataille, elle est évidemment en train de plus en plus de se déplacer vers des médias sociaux grand public, ce qui pose la question de l'émergence en communication, parce que les tickets d'entrée sur LinkedIn augmentent, mais les tickets d'entrée sur les médias réseaux sociaux grand public, ils sont évidemment pas les mêmes, parce qu'on se bat pas simplement entre marques employeurs, mais on se bat avec des marques qui parlent de plein d'autres choses. Donc il faut prendre évidemment ces éléments en compte également. Magnifique. On arrive à la fin. Ça, tout à fait. On arrive à la fin du décryptage. Ne déflorez pas la suite. Mais bon, le palmarès. Merci beaucoup, Marie-Hélène Chavigny, pour Carrefour. Donc on vous suit sur TikTok. Youssef Achour, merci président du groupe. Merci Emmanuel Semo. Ah oui, on va regarder un petit peu. Merci Alain. Avant de passer au palmarès, on va rappeler Mathieu Gavet, le patron d'Epoca, qui viendra présenter avec vous, je crois. Tout à fait. Moi, je serai un peu en observateur, mais si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Je vous en laisserai un présenter. On va regarder, Emmanuel, on va regarder quelques images de Velmédia, justement, comment vous communiquez auprès des jeunes. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Retour plateau pour le climax de cette soirée. Après avoir décrypté ce que les jeunes ont dans leur tête, les jeunes diplômés, on va découvrir les entreprises préférées de ces jeunes. Il y en a beaucoup à celle. Beaucoup. On va prendre notre souffle. Ready? On est parfaitement prêt. Un petit rappel, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce qu'on va vous présenter avec Assel aujourd'hui, c'est la vision des jeunes des grandes écoles et des universités, avec un zoom particulier sur le classement de référence, qui est le classement des grandes écoles de catégorie A, B et C, donc le top 25 des écoles d'ingénieurs et des écoles de management, premièrement. Donc ça, c'est vraiment très très important. On aurait pu sortir évidemment beaucoup d'autres classements et lors des restitutions personnalisées, on pourra revenir sur le détail de tout ça. Alors pour commencer, Asaël, tu as fait un top et flop de l'année finalement, avec toute la mesure qu'il peut y avoir derrière dans les analyses, parce que des fois les résultats sont aussi très serrés, mais néanmoins tu as voulu ressortir les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. Voilà, et donc là chacun pourra les picorer, mais par exemple dans les hausses, on voit que le monde du conseil dont on parlait tout à l'heure s'en sort plutôt bien. Berger, OnePoint, McKinsey, voilà, malgré les tumultes médiatiques que l'on peut entendre de ci de là.
ça fait partie des hausses. On voit en revanche les institutions, pas plusieurs institutions qui sont dans les plus fortes baisses. Voilà, donc on voit en tout cas que rien n'est jamais acquis et que rien n'est gagné. On a parlé tout à l'heure, on disait que les jeunes, il fallait chaque jour les séduire à nouveau, comme si on devait les embaucher chaque jour. On le retrouve là, on a des variations chaque année avec des fortes hausses et des fortes baisses. Donc par rapport à ça, et justement par rapport à ces hausses et ces baisses, c'est aussi très intéressant d'aller regarder la réalité de ce qui est mis en œuvre par ces entreprises en termes d'action. Et souvent, les baisses sont rapides et les hausses sont lentes, ce qui rend les choses assez frustrantes quand on accompagne aujourd'hui chez Epoca une centaine d'entreprises dans toute leur stratégie de marque employeur. Globalement, pour pouvoir faire bouger les lignes, c'est à peu près, on est capable de faire bouger les lignes à peu près 10% d'attractivité employeur, ce qui est beaucoup, puisque globalement, les taux d'attractivité employeur vont à peu près entre 2-3% pour les entreprises qui sont les moins attractives et on va monter à 40% pour les plus attractives. Donc vous voyez, 10 points c'est beaucoup, donc c'est long, c'est 3 ans, c'est une génération finalement dans une grande école et université. Par contre, un thème ou un sujet peut faire bouger les lignes assez vite, positivement ou négativement. Alors Assaël, on va commencer par donc, les classements sectoriels avant de revenir dans le classement général. Donc au niveau sectoriel, on va les décliner les uns après les autres. Et qu'est-ce que ça donne dans la partie agroalimentaire? Eh bien, Avril, qui est à la fois entre en première position. Donc là, vraiment, c'est assez rare, mais première sélection, premier classement en 1, en or. Et puis on va retrouver Tereos et Agrial ensuite. Et on voit sur ce sujet-là pas mal de bouleversements dans les classements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une question qui nous est très régulièrement posée, c'est comment les équipes d'occurrence et de l'IFOP sélectionnent les entreprises. C'est tout simplement de prendre les leaders sectoriels dans les grands secteurs d'activité français. Donc, chaque année, il y a quelques entreprises en plus qui peuvent émerger, mais de manière générale, c'est relativement stable. Dans le secteur alimentaire, alors une entreprise qui était, je crois, sous le contrôle de Gilbert, il y a 4 ou 5 ans, numéro 1 du classement général, Danone, dans un secteur qui avait surperformé pendant la période de crise sanitaire, qui est revenu à des niveaux un petit peu plus bas, mais qui reste premier devant Nestlé et Pernod Ricard. Alors, pour bien connaître les actions qui sont menées chez Pernod Ricard, on est vraiment dans l'illustration d'un travail de fond qui est mené et qui peut faire bouger des lignes, puisque vous voyez en bas à gauche, vous avez le rappel 2022, pas de gros écarts, mais en tout cas, Pernod Ricard, seul 3e cette année. Le secteur de l'audit dont on parlait tout à l'heure dans une des tables rondes, vous voyez que donc Deloitte est en première, EY, KPMG, PwC. Là, il y a deux égalités, deux ex-aequo sur la 3e marche du podium. Vous voyez aussi sur la droite que finalement c'est un secteur qui globalement dans le palmarès global progresse. Donc là encore, loin des idées reçues, c'est pas du tout un secteur repoussoir ou que sais-je encore. C'est surévalué cette année. Donc effectivement, Assaël, le petit tableau que tu évoques à droite nous présente les évolutions de classement par rapport à l'année dernière, par rapport au podium ou au classement du secteur. Et sur la droite, vous avez les évolutions du classement absolu, du classement général. Et donc évidemment, si vous souhaitez en savoir plus sur le pourquoi, le comment, etc., est-ce que ça donne, tu as raison, Mathieu, avec grand plaisir. On parle souvent de mais pourquoi je suis là et pas là, etc. Ça, c'est lorsqu'on peut zoomer dans ce travail de plus fin, on aura plaisir à vous le présenter dans des démarches plus one-to-one. Un secteur d'entreprise B2B où on voit pleinement l'expression de la marque employeur et le travail des équipes. C'est finalement l'illustration du travail des équipes de communication et de marque employeur qui se reflète dans des secteurs comme celui de l'audit. Dans le secteur automobile équipementier, Mercedes devant Renault et Volkswagen avec un seul changement, avec Michelin en 3e position qui remplace Volkswagen l'année dernière. Dans la banque, là on a une vraie remontada de la Société Générale, en tout cas, qui vient se classer aux côtés de BNP Paribas et le Crédit Agricole qui passe 3e. Mais là on a une vraie fluctuation sur ce secteur. Les égalités, Assaël, à partir de quel moment et quel taux d'erreur on met à égalité là, comme on a quand même 14 879 répondants, on a des marges d'erreur qui sont quand même très 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 fines. Voilà, donc c'est 0,5% d'écart d'attractivité employeur pour que les équipes d'occurrence IFOP mettent à égalité deux entreprises. Dans le secteur conseil ESN Ingénierie, donc un très beau et grand secteur,
Capgemini en première position cette année devant IBM et Accenture. Donc vous voyez quelques petits changements par rapport à l'année dernière, puisque Accenture était premier devant Capgemini l'année dernière. Pareil, un secteur qui est aussi très combattu pour attirer et fidéliser les meilleurs talents, puisque ce sont des secteurs de people où la clé de la réussite de l'entreprise, c'est d'avoir les meilleurs talents. Autre secteur de talent, conseil en stratégie, la même chose. BCG conserve sa seconde place, mais en revanche, autour, ça bouge. McKinsey qui était troisième passe premier, Bain qui était premier passe troisième. Donc on voit que voilà, autour de BCG pivot, le secteur connaît un vrai changement aussi. Alors sachant qu'effectivement l'année dernière les résultats étaient tellement serrés qu'on avait mis 3 ex-aequo, mais qu'effectivement on avait ces différents éléments-là. Et par rapport à ce que disait Assaël, très intéressant de voir qu'une entreprise comme McKinsey a quasiment fait x2 en notoriété, et on peut comprendre pourquoi pendant le contexte, et qu'en aucun cas ça n'a impliqué ou fait bouger quoi que ce soit notre activité employeur, et bien au contraire, puisque cette année McKinsey est numéro 1, intéressant à méditer en tant que communicant. Vinci Construction devant Eiffage et Bouygues Construction, le classement ressemble aussi beaucoup à l'année dernière. Vous voyez sur la droite les autres acteurs qui sont benchmarkés également. Quand on avait une égalité l'année dernière, Vinci Construction prend la première place devant Eiffage et devant Bouygues Construction. Courrier colis transport, la Poste garde son leadership, la Poste aussi qui sait se réinventer. Alors, quand on parle de diversité des métiers, aujourd'hui, rien à voir avec ce qu'il y avait encore il y a quelques années. Mais voilà, la Poste garde une désirabilité parce qu'elle offre une panoplie aussi de carrières et de diversité qui semble très intéressante. Et elle est nettement au-dessus de FedEx et DHL. Alors, un secteur où Decathlon a toujours été bien classé, on verra leur classement général tout à l'heure, mais en tout cas dans la distribution spécialisée, Cavalier seul en tête pour Decathlon, qui est très au-dessus d'IKEA et de Galeries Lafayette, avec, comme vous l'avez vu, la seule petite différence, Galeries Lafayette, qui est seul troisième cette année, alors qu'on avait Fnac Darty qui était au même niveau. Et je vous laisse sur la droite découvrir les évolutions sectorielles ou du palmarès global. Éditeur de logiciels, Dassault Systèmes en tête, en tout cas à nouveau, j'allais dire, et nettement en tête. Donc la pépite française, très désirable, vraiment, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou de management, on a un vrai vaisseau amiral très intéressant qui est Dassault Systèmes face à Oracle et Salesforce. Entertainment, Ubisoft devant Disneyland Paris et le groupe FDJ. Vous voyez, on garde les mêmes dans le même ordre et dans le même classement qu'en 2022, quand je vous disais tout à l'heure que les évolutions étaient toujours à regarder avec attention. On en a la confirmation. Et bien c'est la même chose là, grande consommation e-commerce, on garde le même palmarès, L'Oréal, Procter & Gamble et HP. HP, où le groupe SEB était égalité avec HP l'année dernière, là il est HP est seul troisième, mais encore de la stabilité. Dans le secteur de la grande distribution, dont on a eu la chance d'avoir la DRH tout à l'heure, Carrefour numéro 1, on aurait dû la garder avec nous. Leclerc. Alors, ce sera un plaisir, mais on va se retrouver pour le cocktail tout à l'heure avec Marie-Hélène, avec grand plaisir. Donc bravo pour tout le travail réalisé par les équipes de Carrefour. Désolé, exactement. Ah oui, parce que l'année dernière, on avait par malheur laissé les classements dans les slides qu'on avait envoyés aux intervenants, alors ça avait fait toute une histoire. Donc cette année, Assaël m'a dit, on enlève tout. Donc Carrefour devant Leclerc et en troisième position Auchan, avec l'effet casino qu'on a vu tout à l'heure dans les entreprises qui sont très fortement descendues cette année. Là, c'est le contre-exemple de McKinsey, pareil, à méditer en termes d'impact. Immobilier, Vinci Immobilier qui était ex-aequo avec Bouygues, qui prend un leadership seul. Bouygues Immobilier qui arrive deuxième et Nexity qui garde sa troisième position seul. Voilà. Impact de la marque Vinci, comme vous l'avez vu, les deux fois Vinci qui passe en première position, il n'y a pas de hasard. Ouais, complètement. Dans le secteur industrie, très grand secteur avec beaucoup d'entreprises françaises et internationales, Thales, qu'on va retrouver tout à l'heure dans le classement général, très bien classé, devant Airbus, inversion par rapport à l'année dernière, et Dassault Aviation en troisième position. On est aussi dans des secteurs où il y a un très fort travail fait par les équipes en termes d'attractivité employeur. On a longuement travaillé sur ces 20 dernières années avec les équipes de Thales, donc on est bien aussi placé pour le savoir sur le sujet, et très clairement, c'est aussi l'illustration de ce travail-là.
L'industrie pharmaceutique, on retrouve exactement le même palmarès. Ça fait partie des secteurs où ça bouge doucement. Sanofi, Johnson & Johnson et Pfizer. Pfizer garde, Pierre Fabre s'enfonce un peu dans le classement. Et donc, le trio tête reste inchangé cette année. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'avec l'arrivée d'IFOP Occurrence sur la mise en place du classement cette année, le système de recueil des résultats a été optimisé avec une plateforme pour gérer les entretiens. Je vous disais tout à l'heure, une vingtaine de minutes, beaucoup plus performante. Et dans ce cadre-là, nativement, les taux d'attractivité employeur ont tendance à augmenter, ce qui nous a permis d'avoir des écarts plus importants, mais intéressant de voir que les classements globaux, eux, finalement, bougent très peu à Sahel. Tout à fait. Dans le secteur des institutions, l'Agence spatiale européenne, toujours en première position, devant l'armée de l'air et la marine nationale. Donc vous voyez quelques écarts par rapport à l'année dernière, où l'armée de terre était en deuxième position devant l'armée de l'air. Aussi des secteurs, surtout pour les armées, qui recrutent beaucoup. Alors attention, je rappelle à Sahel qu'on est sur le segment grandes écoles et qu'on n'est pas dans le segment grand public en termes d'analyse. Donc on n'est pas du tout, mais ça reste quand même les impacts aussi d'une communication forte des armées qui ont des très forts besoins de recrutement, mais qui ne sont pas forcément sur ces segments-là. Donc il faut aussi en pondérer les résultats. Tout à fait. Le luxe, on en a beaucoup parlé ce soir. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Probablement plus avec les FIGO, etc. Ça va encore plus peut-être renforcer le VMH. LVMH, Hermès, Chanel. On sent que c'est un secteur. D'ailleurs, je vois que sur la droite, il n'y a pas de mouvement, personne. Égal. Secteur des médias, TF1, qui était ex-aequo l'année dernière avec Canal+, TF1 qui passe devant Canal+, et France Télévisions en troisième position. Sur la mutuelle assurance, là ça change. Vraiment, on avait AXA en premier l'année dernière. AXA est simplement deuxième et Allianz était deuxième et prend la première place. Groupama, Chip, AG2R, la troisième place, AG2R la mondiale. Donc on voit qu'il y a des secteurs comme ça qui sont un peu plus agiles, en tout cas sur lesquels il peut y avoir des variations. Et aussi, on a parlé tout à l'heure de grosses batailles sur certains talents. On va parler des actuaires, etc. Dans le secteur restauration, hôtellerie et tourisme, Accor en première position comme l'année dernière, Club Med pareil, et en troisième position c'est Louvre Hôtel et McDo sort du podium cette année avec une chute, enfin en tout cas une baisse relativement significative sur ce public des grandes écoles, top 25, ingénieurs et management. Un nouveau secteur, donc on a intégré le service à la personne et on a bien fait, je pense. Des résultats très serrés, voilà, exactement, ça va être intéressant de le suivre dans la durée. Un secteur qui a été chahuté également. On a O2 qui arrive en tête, puis Domitis, Corian et Orpea qui sont vraiment le nouvel Orpea, le New Orpea, qui sont à égalité sur la seconde place du podium. Il sera intéressant de voir que Orpea arrive à avoir des résultats qui ne sont pas tellement différents des autres acteurs. J'ai parlé de nouveau Orpea du secteur. ça Service aux entreprises, JC2Co n'avait pas été testé. Ils arrivent directement en première position de ce secteur où c'est très serré, puisqu'on a 4 ex-aequo avec Adecco, Sodexo, Bureau Veritas et Manpower. Donc des structures de travail temporaire, de services en B2B au sens large, mais encore une fois des résultats très serrés, puisque moins de 0,5 points d'écart entre Adecco, Sodexo, Bureau Veritas ou Manpower. Alors, dans la technologie, on a les GAFAM, on a presque dans l'ordre. On a Google, Apple, Microsoft. Google et Apple étaient ex-aequo l'année dernière en première position et Microsoft troisième. Et on a à peu près, Google se détache un peu plus, mais on a une logique assez respectée. Dans les telcos, alors on a 4 acteurs, les 4 sont sur le podium, puisqu'en fait on a un ex-aequo entre SFR et Free, ça fait partie de secteurs où il n'y a pas non plus plus d'acteurs, et Dieu merci d'ailleurs pour tous les acteurs qui travaillent dans le domaine. On reste un petit pays avec 4 acteurs, avec cette année une égalité entre SFR et Free, et ça ne bouge pas entre Orange et Bouygues Télécom. Les transports, importants à quelques jours, enfin quelques semaines des JO. Air France se détache, mais comme l'année dernière, donc il réaffirme sa position de leader. C'est aussi un secteur qui est extrêmement bataillé pour les recrutements. On a puis la SNCF et RATP qui devient ex-aequo avec un nouvel acteur là, qui est ADP. Avec ADP, avec des changements post-Covid qui effectivement peuvent permettre aussi de comprendre ça, l'impact, et on a souvent l'occasion d'en parler avec Asael, de la marque B2C, de la marque dans la marque employeur, évidemment clé, la marque employeur est un élément d'expression de la marque en tant que telle. Dans le secteur énergie utilities, pareil, on en parlait aussi pas mal tout à l'heure,
EDF en première position comme l'année dernière, en deuxième position Total Energy, en troisième position Engie. Intéressant de voir que des entreprises qui peuvent donner, en tout cas qui peuvent être challengées par les médias comme Total Energy, continuent à garder de très très bons taux d'attractivité employeur et ça permet de remettre parfois la mairie au milieu du village. Non, l'église. L'église, la mairie aussi, Ouais, la mairie on aussi, peut la mettre mais- aussi. hein. L'église et la mairie en Voilà. général sont juste à côté, mon cher Gilbert. Alors, Assaël, on va Et le café maintenant du coin. passer à la vision par typologie. Donc là, on était dans les classements des grandes écoles de catégorie A, B et C. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne chez les ingénieurs, qu'est-ce que ça donne dans les écoles de management, les universités et les bacs plus 2. Alors, on commence avec les ingénieurs. Je vous laisse découvrir le top 20 et Assaël va nous annoncer dans quelques instants le top 3 des écoles d'ingénieurs. Eh bien, pour les écoles d'ingénieurs, vraiment, on a un top 3 qui est assez précis. Thales, Dassault Aviation, EDF. On voit qu'il y a du changement par rapport à l'année dernière. Donc, c'est intéressant de voir ce... Et on voit que c'est un endroit extrêmement bataillé. Donc, ce n'est pas non plus étonnant qu'il y ait du changement parce que des moyens sont alloués. Et ça, voilà, c'est la preuve quand même que dans des endroits bataillés, il peut y avoir des variations chaque année. Alors, dans les écoles de management, je vous laisse découvrir le top 20 avec des acteurs de l'audit qui sont fortement présents. Et là, on voit tout le travail qui est mené par les équipes en charge de ces sujets-là. Et vous voyez que les écarts sont pas très très importants par rapport aux classements généraux qu'on évoquait tout à l'heure. Et on a LVMH en première position dans les écoles de management, devant L'Oréal et devant Hermès. Et donc Decathlon descend un petit peu, donc LVMH, L'Oréal et Hermès, alors qu'on était sur Decathlon, LVMH, L'Oréal l'année dernière. Donc on a quelques points communs, mais on a aussi quelques écarts. Pour les universitaires maintenant, le top 20 des universitaires, de 4 à 20 que vous voyez à l'écran, donc avec Google en 4e position, Mercedes en 20e, et donc à ça, Et ça là, nous donne... alors celui-là, je suis content de vous présenter parce que je suis un pur produit de l'université, de Sorbonne Université, donc ça me fait plaisir de vous présenter cette slide avec un vrai changement. Là, on a Decathlon qui maintient sa position de premier, mais on a LVMH qui prend quand même la place du CNRS. Donc autre temps, autre époque. Et à la place de Google, on a L'Oréal. Donc on a plutôt un trio très français, très franco-français, et on a l'acteur. Google n'est pas très loin, Non, puisqu'il est bien sûr, quatrième, voilà, mais juste voilà, derrière. mais voilà. Bac plus 2, qui n'avait pas été véritablement testé en tant que tel les années précédentes, les Bac plus 2, donc qui sont à l'écran et que vous découvrez avec des vrais écarts d'entreprises. Vous voyez des entreprises, moi je vois très mal, mais quand même j'arrive à peu près à distinguer des entreprises qui n'étaient pas présentes dans les autres classements. Donc attention quand on parle de classement, de quoi parle-t-on c'est bien d'être content d'avoir tel ou tel classement, mais il faut bien préciser de quoi il s'agit et concrètement, donc qu'est-ce que ça donne à Sahel sur les Bac plus 2 on a le Apple, LVMH, L'Oréal, voilà, et donc on a encore aussi un classement intéressant où on retrouve quand même le luxe, l'high-tech et le luxe, qui sont aussi présents ici. Maintenant, on va parler du classement officiel, le classement général des 266 entreprises. Et donc, on va commencer par les entreprises qui sont au-delà de la 200e position. Et vous remarquerez, sans classement, je raconte tous les ans la même histoire, Gilbert, mais je vais la refaire encore une fois cette année. La raison, c'est qu'on a eu une entreprise la première année qui nous a appelé en nous suppliant de ne pas diffuser son classement parce que la personne avait peur de se faire licencier par son DG parce qu'elle avait peur d'être trop mal classée. Et donc, du coup, depuis, on a respecté systématiquement ça en ne mettant pas les classements en dehors des 100 premières positions qu'on retrouvera tout à l'heure. Donc là, c'est du classement alphabétique par catégorie. Évidemment, Assaël et ses équipes pourront vous décrypter ça et vous donner évidemment le détail comparé, le détail benchmarké de tout ça. Si vous le souhaitez à la suite. Les entreprises classées entre 100 et 150, je vous laisse continuer à faire vos photos, vos photos d'écran pour tous ceux qui sont à distance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en font, donc c'est bien dessus. Et maintenant, on va rentrer dans les classements en tant que tels. Les entreprises entre 51 et 100. Je ne vois rien à Sahel, donc c'est pas grave, mais on va regarder. On va dire que les gens qui ont accès aux slides peuvent le voir. Alors si je vois Engie en 51, voilà, qui exactement. Et AXA 100e. Voilà, donc pour vous donner un petit peu les écarts, 21 à 50, là on commence à être sur des niveaux et des taux d'attractivité employeur qui sont très élevés. Autant sur les places
en dessous de la 50e et surtout en dessous de la 100e position, on est sur des écarts qui sont très faibles parce que les niveaux d'attractivité employeur sont relativement bas. Là, on commence à avoir des écarts qui sont très significatifs. Et vous voyez, on voit par exemple aux alentours de la 46e, on voit Amazon, même chose, un employeur pourtant voilà, dans les médias plutôt décrié, mais qui se maintient dans le top 50 en France, donc qui réussit à avoir un discours de marque. Air France, voilà, 21. Et puis on rentre dans le top 20, entreprises classées entre 4 et 20. Je vous laisse encore une fois les découvrir. On retrouve des lauréats sectoriels, des gens comme Thales, qu'on a vu tout à l'heure chez les ingénieurs notamment, et le classement et les 3 entreprises préférées des étudiants des grandes écoles en 2024 sont... Voilà, on retrouve notre Google, LVMH et L'Oréal. Donc Airbus sort, Decathlon aussi, Air France aussi. Donc on a un trio qui est renouvelé cette année, avec là encore de la tech et du luxe. On l'avait retrouvé dans quelques palmarès et on a ce top 3 global. Et ben voilà, je crois qu'on a tenu le timing, Gilbert. Vraiment, c'est impressionnant. Parfaitement. On va pouvoir aller chercher les trophées, prendre un verre pour ceux qui sont là, prolonger en digital pour les autres. Et sinon, vous pouvez appeler Assaël ou Alain Damon pour en savoir plus et avoir l'ensemble de vos résultats. Merci à tout le monde, merci à nos intervenants, merci aux invités, merci à vous d'être restés si longtemps et avoir assisté à cette liste à la Prévert de toutes les entreprises. Bonne soirée à tous, à l'année prochaine.